Bonjour à tous, merci d'être venus, merci à ceux qui se sont connectés. Donc, voici la séance du mois de mars du séminaire général du Cercle. Nous recevons Denis Baranger, professeur à Paris 2, qui dirige l'Institut Michel Vuillet, qui est l'institut où j'ai réalisé ma thèse. Donc il y a un lien ineffaçable de hiérarchie entre nous. On en aura Michael. Petite hiérarchie. Et Denis Baranger vient nous présenter son ouvrage La Constitution, qui est à mes yeux un ouvrage important de théorie constitutionnelle, quoique vous en défendez dans les premières pages de l'ouvrage, mais vous aurez l'occasion de dire quelque chose à ce sujet. Alors pour dire quelques mots sur Denis Baranger, c'est peut-être l'une des figures centrales du courant de pensée qu'on appelle le droit politique aujourd'hui. Je ne sais pas si ça fera partie de votre présentation. Je ne sais pas si vous connaissez ce courant de pensée qu'on appelle le droit politique, ni si vous êtes constitutionnaliste. Alors, le droit politique, qu'est-ce que c'est? Il y a peut-être deux manières centrales de considérer le droit politique. Il y a une approche un petit peu plus conceptuelle, une approche plus empirique. Une approche conceptuelle, ce serait de dire que tous les concepts centraux du droit constitutionnel ont un versant irréductiblement politique, un versant juridique. Donc, si on prend le concept de souveraineté, par exemple, on va tomber dans des considérations qui sont irréductiblement juridiques. On a besoin du concept de souveraineté pour expliquer en quoi les pouvoirs de création du droit sont centralisés entre les mains de l'État. Mais dès qu'on soulève le concept de souveraineté, on tombe dans une dimension politique qui permet de renvoyer au point de référence ultime de la légitimité dans un régime politique. La souveraineté permet de montrer que ces deux questions sont autonomes, l'une vis-à-vis de l'autre, et en même temps qu'il faut les traiter de concert. Donc, le courant du droit politique cherche à saisir toutes ces problématiques-là. Il y a une autre dimension qui est plus empirique, qui est simplement de se rendre compte que le droit constitutionnel et le droit public plus généralement, c'est le droit de la mise en forme du rapport d'autorité entre les gouvernants et les gouvernés. Et c'est peut-être quelque chose qui a été perdu de vue avec la spécialisation du droit public, avec une concentration, une attention trop poussée sur les questions de contentieux constitutionnel, des choses comme ça. Donc un retour à la relation d'autorité entre gouvernement et gouverné. Donc selon où on se situe dans ce courant de pensée, on va s'intéresser plutôt au courant empirique ou au courant conceptuel. Donc où est-ce qu'on trouve ce droit politique? Essentiellement dans une revue, Ius Politicum, qui est une revue importante de droit constitutionnel, n'est-ce pas? Et vous connaissez sans doute le blog Ius Politicum, qui est très consulté. Vous avez également publié il y a peu un ouvrage sur la loi, qui était à mes yeux un traitement droit politique de la figure de la loi. Qu'est-ce qu'on appelait la loi si on tenait compte du fait que la loi s'insérait dans un rapport entre les gouvernants et les gouvernés. Je crois que vous avez contesté cela quand vous l'avez proposé. Ça continue d'être mon point de vue. Voilà. Et vous avez en 2022, du coup, publié cet ouvrage, La Constitution. Et je ne souhaite pas m'avancer sur ce qu'on trouve dans cet ouvrage, puisque vous êtes venu nous parler de cet ouvrage. Mais peut-être que je peux simplement suggérer, dès ces propos introductifs, qu'on peut y trouver un manuel de contentieux constitutionnel pour ceux qui sont frustrés par ce qu'ils trouvent dans les manuels de contentieux constitutionnel, dans la mesure où vous décortiquez point par point ce que l'on trouve dans les raisonnements juridiques tels qu'ils portent sur la matière constitutionnelle. Et que du coup, si on s'intéresse véritablement à ce que font les autorités publiques lorsqu'elles se saisissent de la Constitution, et si on essaie de regarder ce que font ces autorités publiques véritablement, et à commencer par les juges qui se saisissent de la matière constitutionnelle, qu'est-ce qu'on trouve dans ces raisonnements? Et ça, c'est quelque chose qu'on va trouver dans les facultés de droit anglo-américaines et qu'on ne trouve pas nécessairement traité dans les manuels de contentieux constitutionnels qui vont se concentrer souvent sur les questions plus procédurales, des voies d'accès aux juges. Et de ce point de vue-là, j'ai trouvé qu'il y avait de la nourriture intellectuelle pour ceux qui cherchaient en langue française ce qu'on pouvait trouver sur du droit constitutionnel anglo-américain.
un versant du contentieux constitutionnel qui avait été négocié. Je vous laisse la parole, vous avez aussi longtemps que vous le souhaitez. Merci Grégory. Je commence en disant que je suis très heureux d'être à Saint-Étienne, de revenir à Saint-Étienne, de revenir au Cercle. C'est pas la première fois que j'y viens, c'est une grande joie, ça me fait très plaisir d'y retrouver Grégory Blay, qui est un pilier de l'Institut Liège, qui est toujours on reste membre de l'Institut Liège. Non, j'ai toujours des notes par la pensée et puis par la réflexion qu'on y porte. C'est un très grand plaisir. Je suis très honoré de venir parler de ce livre devant vous. Merci beaucoup de votre présence. Un vendredi après-midi, c'est spécialement méritant. Je suis particulièrement sensible. Je reviendrai sur ce que vous avez dit, Grégory, parce que c'est un bon point d'entrée. Ça me touche que vous disiez ça. C'était tout de même un de mes projets. C'était un de mes projets d'avoir quelque chose à dire sur le contentieux constitutionnel, qui ne soit pas la chose habituelle. Et si vous voulez, et si vous me donnez 5 minutes de plus, et si vous avez une prise HDMI, je vous montrerai comment décortiquer une décision du Conseil constitutionnel, comme je le fais dans le livre. On pourrait essayer de faire ça. Bon, bah écoutez, très bien, on tentera de faire ça vers la fin. J'ai fait ce livre en partant d'un certain nombre d'insatisfactions. On a parfois des raisons positives de faire les choses, et j'en ai aussi, l'amour de sa discipline, l'intérêt qu'on porte aux différents objets qui sont ceux de la discipline en question, par exemple ici la Constitution, le droit constitutionnel, cette approche de droit politique que Grégory a très bien définie, tout ça est vrai, mais probablement aussi il y a un aspect un petit peu négatif, qui était que je n'étais pas content de l'état de la discipline. Je n'étais sérieusement pas content de ce qu'on m'avait appris, à part quelques grands maîtres. C'est-à-dire, moi, j'ai eu comme maître Stéphane Rial, lui m'a appris des choses très pertinentes en droit constitutionnel. Mais ce qu'apprenait, ce qu'on appelle parfois la doxa, ce qui était enseigné, ce qui dominait la discipline, ce qui dominait l'agrégation de droit public, ce que nous disaient les juridictions d'elles-mêmes, ça, pour le coup, ça ne me paraissait pas porter, sinon du faux, du moins du non-vrai. Il y avait une manière de parler de soi institutionnelle, il y avait une manière de juge de dire des choses sur lui-même, ou de favoriser des choses dites sur lui de l'extérieur par une doctrine qui lui était assez largement acquise, pour employer un terme mesuré, qui moi ne me convenait pas. Donc j'ai eu en gros deux insatisfactions, deux mécontentements. Ça peut paraître un petit peu bizarre, un petit peu fâcheux de dire les choses comme ça, mais je crois que c'était ça chez moi. C'est-à-dire que d'abord je n'étais pas très satisfait de l'auto-présentation de la discipline, qui était aussi liée à une évolution de la discipline, c'est-à-dire la domination du contentieux constitutionnel. Il n'y a pas lieu de dire qu'il ne faut pas en faire du contentieux constitutionnel, parce que, comme dirait l'autre, ça fait partie de l'objet. Maintenant, des dizaines, des centaines de décisions, des décisions QPC quasiment tous les jours. Dans le monde entier, il y a du contentieux constitutionnel. La justice constitutionnelle fait partie de la conception moderne de la justice et du droit au sein de l'État. Le scientifique n'a pas à critiquer ça. Enfin, s'il doit accepter que ça existe, en tout cas, ça fait partie de l'objet, ça fait partie du matériau. Mais la tendance qu'il y avait eu en droit constitutionnel à ce que ce volet-là de la discipline soit très dominant, au point presque d'effacer le reste, était devenue tout à fait frappante. Et moi, j'ai un peu connu la transition, c'est-à-dire j'ai eu des professeurs en première année de droit qui nous faisait du droit constitutionnel un petit peu à la papa, ce qu'a dit M. Chirac, tel dessin de Jacques Faisan. Je me souviens que j'avais une fiche de TD dans laquelle il y avait un dessin de Jacques Faisan, qui était le dessinateur du Figaro. Ça, c'était manifestement, comme aurait dit Hegel, un moment de la vie qui avait vieilli. C'était un droit constitutionnel passé qui n'avait plus grand-chose à dire sur lui-même. Et puis, il y a eu la montée en puissance du contentieux constitutionnel, de ce qu'on a appelé l'école d'Aix, une représentation de la justice constitutionnelle en France très particulière, mais archi-dominante, et encore une fois, avec cette articulation, je ne sais pas comment dire ça en restant un peu neutre, mais articulation problématique du juge qui favorise certaines lectures de ce qu'il fait lui-même, de l'agrégation de droit public, où il y a un membre du Conseil d'État qui va s'assurer que les choses sont dites d'une certaine façon parce qu'il est là pour ça, du Conseil constitutionnel qui a sa propre revue. Il y a une sorte de bouclage intellectuel de certains professeurs qui étaient habilités pour parler au nom de la matière, par exemple Louis Favoreux, pour ne pas le citer, qui était président de mon agrégation quand je l'ai passé. Tout ça me suscitait de ma part un certain embarras.
il y avait un embarras presque, je ne sais pas si c'est politique, parce que c'est pas de droite ou de gauche dans mon esprit, mais il y avait un embarras de cet ordre-là, parce que c'était une manifestation d'autorité, c'était l'autorité qui se manifestait, voilà, c'était quasiment, je sais pas, on pourrait parler de propagande, mais il y avait quelque chose quand même, d'un discours du pouvoir sur lui-même, qui s'imposait, et j'ai pas de goût pour ça. Et puis j'avais à côté de ça un problème intellectuel, c'est-à-dire que je trouvais que c'était pas très impressionnant intellectuellement. Voilà. Je trouvais que ça disait quelque chose sur la discipline qui ne me satisfaisait pas. Et moi j'ai eu ce problème-là avec le droit public très tôt. Je me rappelle de mon cours de droit administratif qui était fait par un grand maître. Il nous avait expliqué des choses sur la différence entre les SPIC et les SPA, les services publics industriels et commerciaux et administratifs. Et en écoutant ce grand maître, je m'étais dit, mais c'est sûrement pas ça. Je m'étais dit, c'est sûrement pas ça. C'est-à-dire, s'il explique comme ça, il explique rien, parce qu'il nous disait, il y a 4 catégories, il y a 4 critères, et à la fin, le Conseil d'État a une grande marge d'appréciation, et en réalité, on ne sait pas très bien ce que c'est qu'un SPIC ou un SPA, tant que le Conseil d'État ne l'a pas dit. Et moi, je m'étais dit, du haut de 17 ans, je m'étais dit, mais ça, ça ne doit pas, probablement pas être comme ça, que le Rubik's Cube se réorganise correctement. Voilà. Et donc voilà, j'ai une sorte d'insatisfaction un petit peu native. C'est pas très bon de faire du droit avec ces bases-là, parce que le droit, c'est une matière dogmatique, c'est-à-dire c'est une matière d'acceptation de l'autorité. C'est dogmatique en ce sens que si le Conseil constitutionnel dit que la souveraineté c'est ça, il faut bien l'accepter, ça fait partie du droit positif. Il y avait toujours cet impératif que j'avais à l'esprit, qui était la grande phrase de Hegel dans la philosophie du droit de Berlin, où il dit il faut faire la paix avec le droit positif. Donc qui étais-je pour ne pas faire la paix avec le droit positif, en quelque sorte? Ne devais-je pas accepter que quand le Conseil constitutionnel dit que le Congrès de l'article 89 de la Constitution, c'est le pouvoir constituant souverain, dans la décision Maastricht 2, qu'à mon sens, c'était problématique de dire ça. Qui étais-je pour le dire? Je ne suis pas le droit positif, et puis être adversaire du droit positif, c'est un peu risible. C'était une critique de Hegel sur le droit naturel de son temps. Donc il m'a fallu un certain temps pour trouver la manière de dire des choses sur ma discipline, qui en quelque sorte en recollaient ensemble les différentes composantes. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu faire un droit constitutionnel extra-contentieux, je n'ai pas voulu non plus faire que du contentieux. J'ai eu la tentation peut-être un peu excessive de me dire je vais essayer de faire tout. Je vais essayer de parler globalement de ma discipline, même si j'ai du mal, même si c'est un peu un échec, même si d'autres trouvent que je n'y parviens pas et qu'ils ont raison, je vais quand même tenter. Donc ça a été un programme de travail un petit peu long. Il est paru en 2022, livre, il y a bien 10 ans de travail derrière ça. Entre mon que sais-je, qui était une certaine conception de la discipline, de quelqu'un d'une trentaine d'années, et puis ce livre-là. Donc, ça, c'est la première des insatisfactions. La deuxième des insatisfactions, elle pourrait étonner de la part de quelqu'un un petit peu théoricien. Si Michel Villers, on est censé faire de la théorie, on dit plutôt qu'on fait de la philosophie du droit, mais enfin, en gros, pour quelqu'un qui fait du droit de la commande publique, on est les théoriciens dans le club, ça j'en suis pas inconscient. C'est qu'en fait, je n'aimais pas trop la théorie du droit régnante. Et en particulier, j'aimais pas tellement la théorie réaliste de l'interprétation. Elle me posait de très sérieux problèmes. J'ai un grand respect intellectuel pour Michel Tropper, une grande amitié intellectuelle pour mes collègues de Nanterre. On s'entend bien, on est camarades, voilà. On est bons camarades, il n'y a aucune hostilité d'aucune sorte. Je les lis, j'admire beaucoup ce que fait Véronique Champagne-Desplats, ce que fait Guillaume Tussaud, ce que font ces gens-là. Ce sont des vrais universitaires qui, eux, ne sont pas influents. Ça, je n'ai pas de doute là-dessus. Néanmoins, néanmoins, j'arrivais pas beaucoup à y croire. Je n'arrivais pas à croire à cette thèse sur le juge, disant qu'en gros, il fait ce qui lui plaît et que c'est ça le droit, pour le dire extrêmement familièrement. On est vendredi, on sort du déjeuner, on peut dire des choses simples dans un premier temps. Le temps de se mettre en, voilà, le temps de se mettre en chauffe. J'avais du mal avec ça. Et j'avais même une sorte de vague petit soupçon, parce que je suis un peu soupçonneux, comme vous l'aurez remarqué. Je me disais, en réalité, il y a une sorte de moment de l'époque, d'esprit d'époque, de Zeitgeist, qui est la domination curieuse d'un couple école d'Aix, école de Nanterre. Et ça m'embarrassait un peu, parce que je comprenais bien que politiquement, ce n'étaient pas les mêmes gens. Je le comprenais très bien. Je comprenais que d'un côté, il y avait des gens qui écrivaient dans le Figaro, et d'autres qui n'y écrivaient pas. Puis quand j'allais à Nanterre, je comprenais que c'était pas, voilà, que c'était pas
la même équipe, la même pensée à l'œuvre. Néanmoins, je me disais que de la part du juge constitutionnel, qui était archi-dominant à cette époque-là, intellectuellement et presque politiquement, qui avait résolu les problèmes politiques des années 80, par exemple de la cohabitation, en étant une sorte de pouvoir neutre, accepté comme tel, avec, vous savez, par exemple, la décision de nationalisation, ensuite la décision de privatisation, toutes ces grandes décisions très acceptées politiquement par tous. Il y avait une sorte d'alliance entre des gens qui avaient une sorte de pouvoir à l'intérieur de l'État, des gens qui soutenaient ça de toute leur force en disant désormais la Constitution c'est le bloc de constitutionnalité, le juge travaille bien, le juge est gardien des libertés publiques, toute une série de ce qu'on aurait appelé aux États-Unis à l'époque réaliste des magic solving words, c'est-à-dire des phrases qui résolvent tout, mais les gardiens des libertés publiques qui va le contester, vous seriez même méchant si vous faisiez ça. Et puis de l'autre côté, des gens qui, sur une base critique, de pensée critique du droit, arrivaient à une conclusion qui était la source constitutionnelle n'a aucun effet de détermination sur l'interprétation qu'en fait l'interprète. L'effet de détermination est nul, il est de 0%. L'interprète a une totale marge de manœuvre sur l'interprétation, au point que Michel Troper finissait par dire des choses comme ce n'est pas le pouvoir constituant qui fait la Constitution, c'est le juge qui dit ce qu'elle contient, ce n'est pas le législateur qui fait la loi, c'est l'interprète qui dit ce qu'elle fait. Et j'avais constaté un peu empiriquement, par petite touche en quelque sorte, une sorte de rapprochement, une sorte de convergence. Je l'avais compris un jour à un colloque, où j'avais compris qu'en réalité, ça convenait très bien au Conseil constitutionnel ou à ses zélateurs que la doctrine de la théorie leur dise ce qu'ils étaient en train de faire. Ça leur convenait très bien. Ça m'a été confirmé de diverses sources. Je ne pense pas, je n'ai pas de théorie du complot, je ne pense pas que ces gens s'entendaient en arrière-plan, ni rien, c'est pas du tout ça. C'est une sorte d'esprit d'époque. Et rien de tout ça ne me convenait intellectuellement. Et je me suis dit, en gros, il faut peut-être faire une sorte de relance, pas parce que j'en étais capable, mais une relance comme au rugby, il faut relancer le ballon en quelque sorte. Donc voilà les mécontentements. Partant de là, j'avais quand même une montagne assez haute à grimper si j'avais ces idées-là en tête, et ça m'a pris un certain temps. Il y a un an et demi, dans un colloque, j'ai fait une intervention assez critique vis-à-vis des techniques du Conseil constitutionnel, de ses méthodes de travail. Et il y avait dans les couloirs quelqu'un qui était un grand défenseur du Conseil constitutionnel qui prend la plume chaque fois que l'institution a besoin d'être défendue. Je l'ai entendu en passant dire « Ah oui, bon, ce qu'a dit M. Béranger, c'est bien intéressant, mais néanmoins, la critique est facile, mais l'art est difficile. » Ça m'a amusé d'entendre ça, parce qu'en fait, j'ai la conviction du contraire. La critique est très difficile. Avoir une posture critique, une réflexion critique sur quelque chose comme le droit positif, élaboré par une institution sérieuse, au sein d'un État qui a une certaine histoire juridique, etc., un droit constitutionnel relativement ancien, ça ne va pas de soi de faire ça. Donc ce que je pense, c'est que la critique est difficile et que trouver le matériau critique ou les instruments pour faire ce travail-là m'a pris du temps. À chacun de juger si c'est bien ou pas, c'est absolument pas à moi de le dire. À chacun de juger si c'est un succès ou non, ça l'est probablement pas, mais ça, c'est pas à moi d'en juger. Mais ce que je peux dire, c'est que ça a supposé un certain temps de réflexion. Et en réalité, le plan du livre est un peu le reflet de ce temps de réflexion et de ce processus de réflexion. Je me suis dit dans un premier temps, je vais avoir besoin de donner un projet, je vais avoir besoin de dire à ma lectrice ou à mon lecteur ce que je veux faire, l'introduction était là pour ça, avec notamment quelques idées de départ, et une idée qui me tenait à cœur, vous l'avez compris, c'était cette idée de tout le droit constitutionnel. Au fond, le livre sur la Constitution est un livre qui aurait pu s'appeler un peu tout le droit constitutionnel, non pas pour le couvrir comme dans une encyclopédie, de manière encyclopédique, parce que ça, j'en suis pas capable, mais pour essayer d'en donner une représentation globale. On m'avait dit, à juste titre, sur mon que sais-je, que je ne parlais pas de contentieux constitutionnel et que c'était peut-être un problème, et j'en étais entièrement d'accord. C'était un droit constitutionnel d'une certaine sorte, mais je ne connaissais pas à l'époque le contentieux constitutionnel, ou très faiblement, comme un étudiant. Simplement, je n'étais pas rentré à l'intérieur de la machine très en détail, je n'étais pas réellement capable d'en parler. Et je trouve qu'un universitaire, c'est quelqu'un qui se dit, cela, je ne suis pas capable d'en parler. Comment en être capable? C'est pas si évident. C'est ce qu'on appelle en philosophie l'acheminement vers la parole. C'est un travail intellectuel profond, intérieur, de se dire, voilà une discipline, voilà un objet
quelque chose qui est dans la réalité, comment est-ce que je peux m'acheminer vers un discours à son sujet. C'est un travail presque, je dirais pas spirituel, mais quelque chose comme ça, enfin, intellectuel un peu profond et un peu difficile. Tout le droit constitutionnel. Alors j'avais besoin d'angles, comme on dit au tennis, c'est-à-dire trouver un angle pour faire le passing shot. Un des angles qui m'a beaucoup servi, c'est le droit comparé. J'aime pas la terminologie de droit comparé, je devrais dire le droit étranger. J'ai jamais fait de droit comparé dans ma vie, j'ai fait du droit anglais et un petit peu de droit américain. Beaucoup de droit anglais, un petit peu de droit américain. Ça m'a appris que quand même le droit est situé, que le droit reste quelque chose de national. Il y a du droit international, etc. Mais en gros, les droits constitutionnels sont des droits nationaux. Je ne crois pas du tout, mais alors pas du tout, à l'idée d'une constitution mondiale, d'un droit constitutionnel européen. Je n'y crois pas un quart de seconde. Je vais en discuter, mais ça, j'y crois pas. Pour moi, le droit constitutionnel, c'est national, c'est le droit d'une nation. C'est le droit d'un État, et l'État a une relation organique avec une nation. Mais par contre, le droit américain m'a énormément aidé. Alors aujourd'hui, depuis à peu près un mois, le droit américain est en train de s'effondrer de manière absolument frappante. L'État américain est en train de s'effondrer. Je ne sais pas ce qui va rester, je ne sais pas ce qui va être cassé et ce qui ne va pas l'être. Je ne sais pas quelles vont être les résistances. Mais parler aujourd'hui de mon admiration pour le droit américain, ça peut un peu étonner tellement ce qui est en train de se produire sous nos yeux est sidérant. Mais passons. Celui qui m'a intéressé, c'est une jurisprudence de la Cour suprême qui, à mon sens, était intéressante et méritait le respect, qui reposait sur des opinions à base doctrinale, très substantielles, certaines bonnes, certaines moins bonnes, mais enfin quand même une réflexion sur le droit par des grands juges dans des opinions qui méritaient toujours la lecture. Donc je me disais, après les avoir lues, là j'ai appris quelque chose, il y a une certaine pensée sur le droit qui s'exprime, ça m'apprend quelque chose et ça construit quelque chose en même temps. C'est-à-dire le droit se construit en même temps qu'il s'analyse chez les anglo-américains. Donc ça c'était pertinent. Et puis une doctrine très significativement intéressante. J'ai beaucoup d'admiration pour le droit public français, celui de la Troisième République, pour certains constitutionnalistes. Mais on est un relativement petit pays, relativement refermé sur lui-même, et avec un certain côté provincial ou de clocher. Nous ne comprenons pas les problèmes des autres. On ne s'intéresse pas à ce que c'est que la souveraineté du Parlement britannique, à ce que c'est que, je ne sais pas moi, le dual fédéralisme américain. On ne sait pas très bien ce que c'est, donc on pense qu'on peut dire tout ce qu'on veut, qu'on peut dire que la souveraineté c'est ceci. Et ça l'est parce qu'on n'a pas regardé ce qui se passe chez les autres. Donc j'ai beaucoup appris des auteurs américains, et si je devais citer ceux qui m'ont le plus impressionné, j'avoue que c'est les Critical Legal Studies. Pas du tout pour des raisons politiques, parce que le programme politique, enfin passons, mais c'est pas mon sujet. Le programme politique de Duncan Kennedy est ce qu'il est, c'est un peu lui aussi un moment de la vie qui a vieilli, il ne le cache pas. Duncan le dirait lui-même. Mais intellectuellement, j'ai été très impressionné. J'ai été très impressionné en particulier par Duncan Kennedy, parce que c'est un grand esprit, que c'est probablement le meilleur juriste de sa génération, et puis aussi parce qu'il a le goût des boissons fortes, parce qu'il y va très très fort. Il y va très très fort. Et que ces attaques sont des attaques très significatives de quelqu'un de très intelligent. C'est comme quand on lit Marx. On peut ne pas être marxiste, mais moi, avoir lu Marx m'a impressionné. La critique du droit politique hegelien, c'est un truc qui a un petit peu changé ma vie, en tout cas ma vie d'universitaire ou d'intellectuel, absolument. Très significatif. Et le Capital, la lecture du Capital. Je ne suis pas devenu marxiste, je ne le suis pas du tout. De même que je ne suis pas critical legal studies. Mais il y avait là un dispositif de prise de distance vis-à-vis du droit existant. Moi, je préfère droit existant que droit positif. Vis-à-vis du droit positif, pour employer le langage habituel, qui m'a beaucoup servi. C'est pas que j'ai repris des trucs chez Duncan Kennedy ou chez quelques autres, c'est que leur manière d'approcher ça me semblait la bonne. Et notamment des petits bouts, comme me dit un de mes amis, un peu ex-fans des 60s, c'est-à-dire du structuralisme, c'est-à-dire une certaine approche de la linguistique. Je suis ni structuraliste, je ne suis pas spécialiste du structuralisme du tout. D'ailleurs, je ne suis pas structuraliste, mais ça m'a quand même impressionné. Je ne suis pas linguiste, mais il y a des choses en linguistique qui m'ont énormément aidé, même si peut-être je n'ai pas bien compris. J'ai parlé avec un de mes amis linguistes, je les connais d'ailleurs, parce qu'il est à Bruxelles, qui m'a dit que peut-être ma définition du syntagme, lui n'était pas d'accord, à la limite, peu importe. J'ai peut-être refait ma sauce, refait des machins à moi, peut-être que je me plante, mais parfois c'est comme ça qu'on avance. Donc voilà, ça a été un peu ce qui m'a servi. Le droit américain comme grand autre par rapport au droit français, et je dois dire une très bonne doctrine américaine, mais aussi des gens assez conservateurs, assez droite, Alexander Buccal, Philippe Bobbitt, des gens
Moi, je suis assez agnostique dans ces affaires-là. Ce n'était pas une question d'être de droite ou de gauche. Voilà, donc voilà, ça c'était, je dirais, le contenu de l'introduction. Voilà le problème. Et l'idée que j'ai fait rentrer en ligne de compte, à ma propre grande surprise, c'est l'idée de source. Parce que je me suis dit, en réalité, il y a un truc dont on ne parle plus en droit constitutionnel, c'est la source. C'est la Constitution elle-même. Alors il y a des gens qui n'en parlent plus pour différentes raisons, et c'est les deux gens dont au départ j'étais mécontent. Il paraît qu'à Sciences Po en 68, la seule manifestation de mai 68 à Sciences Po, parce que c'était des temps différents d'une autre, c'était un graffiti qui avait été marqué en mai 68 avec marqué « Messieurs nos maîtres, nous ne sommes pas contents de vous ». Moi j'étais parti un peu comme ça. Enfin, je ne considère pas Louis Favoreux comme mon maître, comprenons-nous, mais les autres, j'étais pas très content d'eux, j'étais pas très content de ma discipline. Donc ce mécontentement, comment je l'ai traduit positivement? Assez bizarrement, en me disant, il y a un truc qu'on oublie en droit constitutionnel, c'est la Constitution elle-même. Voilà. Et en gros, on l'oublie parce qu'on veut se la réapproprier. Et là, il y avait les deux angles. Parce que, alors regardons ce que c'est que le normativisme et regardons ce que c'est que le contentieux constitutionnel à la française. Je vais commencer d'ailleurs par le contentieux constitutionnel à la française. Ça veut dire explicitement dans les écrits de Louis Favoreux, que j'ai lu à 100%, je crois que j'ai lu tout Louis Favoreux, en tout cas l'essentiel, ça veut dire en gros désormais la Constitution c'est le bloc de constitutionnalité, et le bloc de constitutionnalité c'est ce qu'en dit le juge. Et maintenant on fait des codes constitutionnels avec de la jurisprudence en note de bas de page de l'article 16 de la Déclaration. Donc il y avait une sorte d'amalgame, j'ai employé le mot d'amalgame, entre comment dire ça, entre la Constitution et son interprétation, pour simplifier. L'interprète a dit désormais, Rome n'est plus dans Rome, comme je dis. Rome n'est plus dans Rome, la Constitution, c'est plus la Constitution de 58, c'est le bloc de constitutionnalité. Et vous rajoutez à ça l'idée que ce qui compte réellement, c'est l'interprétation du bloc de constitutionnalité par le juge. Par un juge dont le travail technique mérite quand même une sorte de droit d'inventaire ou de droit de regard. Un juge qui ne motive pas ses décisions, ou très peu, pour simplifier. J'ai dit l'année dernière au colloque dont je parlais, qui était le colloque de Strasbourg, que peut-être que les décisions du Conseil constitutionnel s'allongeaient un petit peu en volume, mais en réalité pas pour parler de la Constitution, pour commenter la législation, pour dire voilà, dans la loi il y a ceci, dans la loi il y a cela, ça c'est 80% des décisions, et puis ensuite il y a marqué c'est contraire à la Constitution, ça n'est pas contraire à la Constitution, très brièvement. Ce dont le juge constitutionnel français parle le moins, c'est de la Constitution elle-même. Il parle beaucoup de la loi qu'il contrôle, en tout cas un peu, mais quasiment pas d'une interprétation du sens des dispositions constitutionnelles, sauf pour produire des choses. Mais ça, j'essaierai de vous en parler avec mon exemple sur grand écran tout à l'heure avec la QPC Cédric H. Le juge fabrique de la Constitution à partir du bloc, mais c'est son travail à lui. Donc ça m'embêtait un peu parce que je trouvais que la Constitution était mise de côté en tant que source. Et ça, c'est un vieux problème français, ça remonte à De Gaulle. La conférence du 31 janvier 1964 de De Gaulle, où il dit une constitution, c'est un esprit, des institutions et une pratique. À force de lire ça depuis des années, un jour, je me suis dit, il manque un mot. Le mot manquant, c'est un texte. De Gaulle ne dit jamais la Constitution, c'est un texte, alors qu'il est censé être l'auteur, l'auteur intellectuel de la Constitution. Lui, Michel Debré, l'entourage gaulliste en tout cas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on a voulu dévier par rapport au texte de la Constitution. C'est un projet. En réalité, on se fichait un peu de ce qui était dans le texte de la Constitution. Je ne veux pas exagérer le trait. Une certaine distance par rapport à la source. Or, je me suis dit, au fond, l'architecture intellectuelle du droit constitutionnel, c'est qu'il y a une source, elle a un certain pédigré juridique, elle a une certaine légitimité politique, elle est l'œuvre de la nation constituante. On peut ne pas croire à tout ça, on peut dire comme Michel Tropper que tout ça c'est des constructions, je suis absolument d'accord, tout ça c'est des fictions politico-juridiques. Néanmoins, c'est les règles du jeu qu'on appelle le droit constitutionnel, comme il y a des règles du Monopoly ou des règles du jeu d'échecs. Si on veut faire autre chose, ça ne s'appelle plus le droit constitutionnel, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais si on veut faire autre chose, c'est d'autres règles. Les prémices ou le caractère axiomatique de la discipline telle que je la comprends, c'est qu'il y a une source qu'on appelle la Constitution. Elle a un certain statut, elle a une certaine origine, elle est traçable, comme on dit aujourd'hui en agroalimentaire, elle a une traçabilité, on sait d'où elle vient, on sait ce qu'elle est, on sait comment on la change. Et puis après, il y a évidemment des gens qui l'appliquent. Il y a donc des interprètes de la source. Et ça, moi, je suis d'accord avec ça. En réalité, on a quelque chose avec un certain degré d'objectivité qui s'appelle la source constitutionnelle, et puis il y a évidemment des organes d'interprétation. Comment organiser les rapports entre l'une et les autres? Si c'est pour le faire dans les termes tropériens, je suis très gêné parce que on omet la source elle-même. On nous dit en gros il n'y a plus que l'interprète.
Ça, peut-être que j'y reviendrai. J'étais pas content avec ça. Moi, je préférais un système dans lequel on essaye de penser la source constitutionnelle en tant que source. Ça va être en gros ma première partie, vraiment ma deuxième partie. Et puis ensuite, on se demande ce que c'est que l'interprétation et comment on interprète cette source. Voilà à peu près ce que j'ai voulu faire. Donc ça m'a donné une sorte de grand plan en 3 parties pour le livre, qui était de me dire il va falloir bâtir un semblant de théorie de la source constitutionnelle et de son interprétation, ce qui n'est pas peu de choses dont je suis très conscient, et peut-être que j'ai échoué en le faisant, encore une fois, peut-être que ça s'expose à des critiques très fortes qui viendront, c'est le travail scientifique, c'est normal. Deuxièmement, il fallait expliquer ce que c'était que la source constitutionnelle et le droit qui s'appliquait à elle, parce qu'il y a effectivement une certaine hybridité dans mon travail et dans ce livre. C'est pas uniquement Emmanuel, c'est pas exclusivement un travail de pure théorie, comme le livre de Gostini dont on parlait tout à l'heure. C'est quelque chose d'un peu hybride. Et j'avais une raison pour ça, je le dis avec une sorte de codicile, une note de bas de page. C'est qu'une chose qui me frappait dans le normativisme juridique, c'est que la même personne qui écrivait la théorie réaliste de l'interprétation, Michel Tropper pour ne pas le citer, des articles très connus, très radicaux intellectuellement dans les années 70, en expliquant tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'interpréter en réalité c'est décider, c'est un acte de volonté, il n'y a rien de la source dans l'interprétation, l'interprète est totalement libre. La même personne, quand il écrivait son très bon manuel de droit constitutionnel, n'était plus normativiste. En réalité, le manuel de Tropper n'est pas un manuel normativiste, c'est un manuel très bon, que j'admire beaucoup, manuel de droit positif. Il n'y a pas de normativisme parce qu'on ne peut pas faire un manuel normativiste. Et à mon sens, ça c'est un problème, vous voyez. Je suis gêné par ça, je suis gêné par l'écart infranchissable entre une certaine théorie et un droit positif dont en réalité elle n'est pas capable de parler. C'est une critique que je formule très gentiment entre collègues, sans agressivité particulière, mais qu'est-ce qu'une théorie qui ne peut pas se transformer en un exposé du droit existant, du droit positif? J'étais gêné par ça. Peut-être qu'il ne serait pas du tout content, non, je pense qu'il ne serait pas content du tout. Probablement, mais c'est pas grave. Je dis ça avec respect, avec une grande considération, à la fois pour l'un et pour l'autre. J'admire beaucoup ses articles, j'admire beaucoup son manuel, sur lequel je l'ai enseigné pendant des années. C'était un truc qui me va. Je referme cette note de bas de page. Donc il y a une première partie de mon livre à moi sur la source et son interprétation. Je vais y revenir. Je continue un peu la cartographie. Une deuxième partie où je me suis dit il faut que j'explique ce que c'est que la Constitution, c'est-à-dire en gros la source constitutionnelle. J'ai appelé ça forme et substance. C'est très banal, c'est même un peu convenu, mais je voulais montrer que j'avais une certaine idée du pouvoir constituant, j'avais une certaine idée de la manière de réviser la Constitution, et je voulais présenter du droit positif. Je voulais présenter les problèmes que posait le droit positif constitutionnel. Par exemple, j'ai eu de grandes difficultés à comprendre le mécanisme de l'entrée en vigueur de la Constitution, sur base d'arrêts, sur base des pratiques des constitutions révolutionnaires. C'est un truc compliqué, intéressant, et là j'ai fait une sorte de manuel. Enfin, j'ai fait une étude relativement classique de droit positif, si je puis dire. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ça, ça m'a beaucoup plu. Je me suis intéressé à la question, par exemple, de l'abrogation implicite par la Constitution nouvelle de la loi antérieure, ce qui m'a beaucoup intéressé. J'ai fait un article supplémentaire là-dessus dans le dernier Ius Politicus. Donc des questions de droit positif assez concrètes, parce que je ne voulais pas m'empêcher de le faire. Rester un théoricien toute ma vie, ou un historien constitutionnel de l'Angleterre, ne m'intéressait pas tant que ça, pour le dire autrement. Et puis, j'avais toujours cette idée de ce qui était arrivé à ma discipline, cette sorte de grande catastrophe, à mon sens, intellectuelle, parce que je pense que le droit constitutionnel est en assez mauvaise posture, même intellectuellement. Comme Olivier Beau, je pense que sa grande époque, c'est la Troisième République en France. Les grands maîtres, c'est la Troisième République. Après, il y a eu un moment, je ne sais pas comment dire ça, d'auto-effondrement. Enfin, c'est un peu sévère, mais disons que ça n'a plus été les classiques. Il y a eu un moment où les grands auteurs sont sortis du jeu. Nous avons eu Duguy, Oriou, Karim Alberg, Adhémar Esmin, à certains égards des gens comme Joseph Barthélemy. Et puis ensuite, la discipline a connu un moment de dormance, un moment elle s'est un peu perdue elle-même. Pour en arriver finalement à ce grand sommeil dont je vous parle, de ce que j'ai eu moi en première année de droit comme enseignement de droit constitutionnel, parce que là, la matière n'avait plus rien à dire sur elle-même. C'est-à-dire le droit constitutionnel des papas avec des articles de journaux photocopiés, machin. Et la cinquième,
République qui n'avait plus rien à dire sur elle-même, sauf que c'était bien. Voilà. Et que c'était stable et robuste et qu'on était au top. Donc en réalité, l'intervention du contentieux constitutionnel a été effectivement un renouvellement. Peut-être que ça avait vocation à arriver. Je ne conteste pas le fait qu'historiquement ça se reproduise. Je sors un peu de mon sujet. Le truc que je voulais mettre en avant, c'était qu'on en était arrivé à un stade où la théorie du droit constitutionnel avait quand même progressé, mais elle avait progressé hors des limites de la positivité du droit constitutionnel. Moi, j'ai été très marqué, par exemple, par la thèse de Michel Tropper, très marqué par les écrits de Stéphane Rial. Ça, moi, mes grands maîtres à moi, ça a été ces gens-là. Ça n'était absolument pas les gens des générations précédentes. Il y avait même des choses désolantes au droit constitutionnel. Absolument désolantes, et il y en a encore, malheureusement. Bon, la mauvaise monnaie a eu tendance à chasser la bonne dans cette discipline. Et je me suis dit, ça, il faut le raconter. Et j'ai essayé de développer cette idée de l'amalgame entre la source constitutionnelle et son interprétation, de ce processus intellectuel assez profond qui a conduit à ce que nous, publicistes ou juristes en général, nous acceptions l'idée que la Constitution, c'était ce qu'en disait le juge. Voilà. On l'accepte. On accepte que l'article 16 contient l'accès au juge, le principe de l'impartialité. On accepte que l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme soit européanisé, et contienne en réalité tous les principes du droit du procès européen. On a accepté cette idée-là quand le Conseil constitutionnel censure dans des QPC sur base de l'article 16, qu'il a fait il y a quelques semaines, des dispositions processuelles qui ne sont pas conventionnelles, parce qu'il veut contourner la décision IVG de cette manière-là. On trouve que c'est tout à fait normal. Et j'ai vu récemment, j'ai repensé récemment à un terme de psychanalyse qui est chez Freud, qui est l'idée de la pensée latente du rêve. Freud dit il faut trouver la pensée latente du rêve. Et je me suis dit, nous les juristes, on accepte qu'il y a une norme latente de la Constitution qui est rechargée progressivement par le juge, comme s'il y avait toujours eu, dans l'article 7 de la DVHC, l'européanisation du droit du procès. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme si on accepte ça absolument sans le discuter, de manière acritique. Moi, ça m'embarrasse énormément. C'est ça que j'appelle l'amalgame. L'amalgame entre la Constitution et son interprétation. Peut-être que c'est ça le droit d'aujourd'hui, mais nous, notre travail académique, de juriste universitaire, c'est de décortiquer pour expliquer ce qui s'est passé. C'est pas dire que c'est bien ou que c'est mal, peut-être que c'est très bien de faire ça, c'est peut-être très bien qu'il y ait un droit processuel constitutionnel, peut-être que les droits sont mieux protégés. Mais expliquer ce qui s'est produit intellectuellement, c'est pas si facile. Et ça commence par ne pas accepter l'idée que ça a toujours été présent dans une norme intemporelle que nous appelons l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, qui aurait toujours existé et qui aurait toujours, comme le sens latent du rêve chez Freud, eu ce contenu-là. Même si ça a été dit hier matin par le juge. Voilà, vous reprenez cette idée-là. Voilà. Donc ça, c'était pas si facile, ça m'a pris du temps, mais j'ai fini par arriver à ce dispositif-là, dont j'ai trouvé l'origine en réalité aux États-Unis dans les années 50, dans la jurisprudence de la Cour suprême, et notamment l'arrêt Cooper vs. Aaron de 1958, où la Cour suprême était tellement embêtée de ce que les États du Sud avaient fait de sa décision Brown vs. Board of Education sur la déségrégation, qui n'était pas respectée par les États du Sud, qu'elle a dit, attendez, maintenant nous arrêtons les plaisanteries, c'est l'interprétation que j'ai donnée dans Brown qui est la Constitution elle-même. Mon interprétation, c'est la Constitution elle-même. La Constitution, c'est ce que j'en dis. Voilà. C'est un moment de prise de pouvoir qui est dû à des circonstances historiques particulières. Ce qui est fascinant, et c'est le caractère transnational du droit constitutionnel, pas international, mais transnational, c'est que ce processus qui est arrivé aux États-Unis dans les années 50, il est arrivé chez nous dans les années 80-90, avec un juge qui s'est approprié l'interprétation au point de dire que la Constitution, c'est ce qu'il en dit lui et personne d'autre. Ce processus d'amalgame m'a beaucoup intéressé. J'ai essayé d'en retracer le récit, d'en refaire le récit, pardon. Mais je vais revenir à ma première partie pour vous expliquer comment j'ai fait ce récit. Ça va? Parfait. Il est déjà 14h48. En résumé, je vais essayer de vous dire un petit peu les thèmes généraux du livre. Je ne voudrais pas parler trop longtemps parce que ce serait bien qu'il y ait une discussion. Le thème de ma première partie, si je devais le résumer en 3 mots, ce serait un article que j'ai écrit mais qui n'est jamais paru parce que les mélanges
dans lesquels il était censé paraître ont été trop mélangés, ils ne se sont jamais consolidés, ils ne sont jamais parus. C'est resté une écoute très mélangée. C'est un article sur l'interprétation que j'avais appelé « L'interprète est toujours en mauvaise posture ». C'est l'idée, c'est comme ça que je résume mon idée sur l'interprétation. Ma critique de base, de fond, vis-à-vis de la théorie réaliste de l'interprétation. Je la résume par une sorte de boutade, pas hostile, mais il faut bien avoir des slogans, c'est que la théorie c'est très bien, la théorie réaliste de l'interprétation c'est très bien, mais ça ne parle pas d'interprétation et c'est pas réaliste. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, à mon sens, le concept d'interprétation est faux dans cette théorie. Ce n'est pas de l'interprétation dont il est question. Je vais donner un exemple très simple que je donne à mes étudiants de maîtrise. Vous avez ce soir à Saint-Étienne ou à Lyon un concert, vous êtes très contente parce qu'on va jouer la Passacaglia et double fugue de Bach, qui est votre morceau absolument préféré, vous vous réjouissez énormément de l'entendre, c'est un grand pianiste, ou un grand claveciniste, ou un grand organiste, ça marche pas sur tous les claviers. Vous y allez, et cette personne, vous asseyez, vous payez votre ticket, la pianiste s'assied à son clavier et vous joue du Maître Gims. Il y avait marqué que c'était du Bach. Vous allez vous dire, bon, c'est très bien, Maître Gims, c'est aussi un grand artiste. Mais ce n'est pas du Jean-Sébastien Bach. On ne peut pas dire que la pianiste a interprété Bach. On peut dire qu'elle a fait de la super musique. C'était absolument génial, que c'était d'un niveau de culture absolument ébouriffant. Mais est-ce que cette personne a interprété la Passacaglia et double fugue? Est-ce qu'elle a interprété la partition? Je ne pense pas. Je pense que notre idée intuitive de l'interprétation, c'est un rapport intelligible avec une source. C'est dire quelque chose avec un rapport intelligible à la source qu'on a interprétée, quelle que soit la manière dont on s'y prend. On peut jouer beaucoup plus vite, beaucoup plus lentement, on peut rajouter des ornementations, on peut faire un truc très bizarre avec la source. Mais si on la met complètement de côté et qu'elle n'est plus là, qu'elle n'est plus dans le rapport conceptuel, à mon sens, c'est plus d'interprétation du tout. Du tout. Donc c'est pas une théorie de l'interprétation. C'est peut-être une théorie de la pratique du juge. C'est peut-être une sociologie, comme dit Hart, une sorte de sociologie du juge. Peut-être que c'est ça que fait le juge. Moi, je ne crois pas. Mais ce n'est pas d'interprétation. Et deuxièmement, ça n'est pas réaliste, pour la raison que je viens de dire. C'est-à-dire, à mon sens, le juge ne fait jamais ça, ou quasiment jamais. Le juge n'est jamais le juge tropérien. Le juge constitutionnel ne dit jamais « moi, la Constitution, ça m'est égal, je ne le fais pas ». Il y a toujours un certain rapport intelligible à la source. Parce qu'à mon sens, un juge qui ne ferait plus ça ne serait plus un juge. Un organe juridictionnel qui mettrait de côté la source constitutionnelle ouvertement, en n'en proposant pas une interprétation, fût-elle minimale, ne serait plus un juge. C'est pour ça que je parle de mauvaise posture, parce que ce que je dis, c'est que j'ai inventé une sorte de concept d'imposture purement technique, ce n'est pas une critique politique. Je pense qu'un juge qui mettrait de côté la source à interpréter, le visa ou la majeure de son syllogisme, tomberait dans l'imposture. Or, nos juges ne sont pas des imposteurs, nos juges sont simplement en mauvaise posture. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils interprètent, il n'y a pas de bonne solution, de right answer, au processus d'interprétation. Et ça, c'est ma deuxième idée, si je puis dire. Ma deuxième idée, c'est qu'en réalité, le juge, l'interprète, le modèle de l'interprète pour nous, est toujours en mauvaise posture. Et je veux dire par là, qu'est-ce que c'est pour moi que l'interprétation, très simplement? C'est un jeu, une sorte un jeu sérieux, un serious game, qui se situe toujours entre deux pôles. Il y a le pôle de la fidélité. J'ai accepté un jeu qui s'appelle l'interprétation étatique et juridique, dans lequel j'accepte qu'il y a une source. J'accepte qu'il y a un certain rapport à une source, c'est mon premier poteau de Koh-Lanta. Et puis, mon deuxième poteau de Koh-Lanta, c'est que je suis libre. C'est qu'en fait, tout le monde sait très bien que interpréter, ça n'est pas être une machine qui réplique, un paragraphe fun à automate de Max Weber. Interpréter, c'est avoir une marge de liberté. Bien, il y a le pôle de la fidélité, il y a le pôle de la liberté. Tout ce qu'on peut dire de l'interprète, c'est qu'il est quelque part entre les deux. Il n'y a pas grand-chose à en dire de plus, à mon sens. C'est l'idée de la right answer, l'idée de la bonne réponse. J'y crois guère. Je suis assez d'accord avec Joseph Raz pour dire qu'en réalité, l'interprétation n'est pas une science exacte. Et Olivier Beau, quand il m'avait lu, m'avait dit « tu fais une interprétation déflationniste de l'idée d'interprétation. Tu as une exception déflationniste. » Oui, tout à fait.
j'ai pas grand-chose à en dire de l'interprétation. C'est pas un processus dans lequel je vais essayer de dégager des critères de pertinence ou de vérité ou de qualité. Je vais le faire quand je commande des arrêts, comme tout le monde, mais du point de vue de ce que j'ai dit là dans le livre, tout ce que je voulais, c'était essayer de cadrer une idée juste de l'interprétation. Donc ça peut être jugé décevant, ça me semble un tout petit peu mieux que de dire que le juge fait ce qui lui plaît, ce à quoi je n'avoue pas croire. Donc voilà ma base de départ, en quelque sorte. Je vais peut-être passer sur la deuxième partie, parce que c'est peut-être pas la plus significative. J'ai essayé, dans la deuxième partie, d'examiner de près ce qu'était la Constitution du point de vue du droit positif. J'ai employé le concept américain du pédigré, c'est-à-dire en gros un ensemble de normes de critères de validité formels pour la Constitution, ce qui me semble assez pertinent, parce qu'il y a un régime juridique de la Constitution, de ce point de vue-là. Ça m'a conduit à des choses intéressantes, pour moi, contre nous, qui m'ont intéressé sur le statut de la Constitution et un certain nombre de problèmes. Par exemple, la très grande difficulté de la constatation du moment d'entrée en vigueur de la Constitution. Ça, c'est des questions assez techniques, mais qui sortent peut-être un peu du thème général du livre, mais qui rentrent dans l'idée de la Constitution source, interprétation, raisonnement. J'ai voulu prendre au sérieux l'idée de source constitutionnelle. J'ajoute en passant qu'au bout du compte, mon idée de source est très liée à mon idée d'interprétation, parce que si on me demandait de définir une source, je dirais que la source, c'est ce qui est la cible de l'interprétation. C'est ce que l'interprète se donne lui-même comme cible. On pourra revenir là-dessus. Et puis enfin, je vais peut-être terminer mon propos liminaire là-dessus, j'ai voulu retracer, faire un peu une sorte de narrative, de récit. J'ai voulu, dans la troisième partie, retracer la dynamique des sources constitutionnelles, ce qui était peut-être un peu mon idée de départ, en réalité, c'était un peu mon projet de départ. Raconter qu'est-ce qui nous est arrivé. Pourquoi on accepte maintenant le juge constitutionnel alors qu'il n'était pas du tout dans le projet du constitutionnalisme initial. Très peu aux États-Unis, c'est arrivé plutôt que chez nous, mais on aurait pu se passer du juge constitutionnel. On aurait préféré une constitution qui parlait directement à ses destinataires et qui agissait directement sur ses destinataires. Ça n'est pas arrivé. C'est une sorte d'échec du constitutionnalisme classique en réalité. Et voilà, je vous l'ai déjà raconté, je peux être bref. Je pense qu'il y a eu, alors j'ai parlé des États-Unis un petit peu, je peux parler de la France. En France, je pense qu'il y a eu un grand mythe textualiste en droit constitutionnel qui est lié à la Révolution française et à l'idée d'Olivier Beau de l'acte constituant, de la Constitution comme acte constituant. C'est notre grande idée politico-constitutionnelle. Pourquoi? Parce que c'est le grand moment de rencontre entre une certaine forme juridique préexistante qui était l'idée de loi, à laquelle je me suis aussi intéressé, vous l'avez gentiment rappelé, l'idée de loi qui était assez construite juridiquement et intellectuellement, et un certain contenu qui était le libéralisme constitutionnel du XVIIIe siècle, les grandes idées du XVIIIe siècle, le finissant et des Lumières en droit constitutionnel. Le libéralisme au sens très large du terme. On a mis un certain contenu politique dans une certaine forme juridique. Ça a des inconvénients de faire ça, parce qu'on n'a pas eu toute la Constitution, on n'a pas eu la Constitution de Montesquieu dans la Constitution des pères fondateurs américains, dans la loi constitutionnelle au sens formel. Mais la grande efficacité de faire cela, c'était de rapprocher le projet politique de l'État-nation du projet juridique de la loi, et du format juridique de la loi. C'est-à-dire, nous avons quand même, nous Français, nous Américains, j'espère, enfin les Américains, nous avons un certain projet de politique avec un grand P, pas de politique partisane, mais un certain projet de construction d'une certaine sorte d'État à l'intérieur d'un format juridique relativement clair et relativement intelligible. Eh bien, je vous donne une illustration de l'intérêt que ça a. C'est qu'à mon avis, c'est exactement ce que n'a pas le droit international. Je ne crois pas au constitutionnalisme international. Le droit international, j'en conteste pas l'existence, mais l'idée d'une constitution internationale, à mon avis, elle échoue toujours, parce qu'il n'y a jamais, dans le droit international, cette convergence entre un fond et une forme. Il n'y a pas de constitution internationale, nous ne racontons pas d'histoire, ça n'existe pas. Il y a un droit international qui a vocation à la fondamentalité, mais il échoue toujours plus ou moins à se constituer une forme pertinente pour sa suprématie, pour sa primauté. On en arrive à des choses comme le jus cogens. On en arrive à des choses qui sont très proches du droit naturel, parce que quelle que soit la qualité et l'intérêt de ce que fait le droit international, il a une base conventionnelle, interétatique, qui ne se rehausse jamais à une constitution au sens formel du terme dans un État-nation digne de ce nom. Voilà.
Et ça, c'est un manque, c'est pas une critique de... Enfin, c'est une critique, oui, mais c'est une observation. C'est ce qui fait que je suis très réticent vis-à-vis de l'idée de constitution ou de constitutionnalisme international ou de cour constitutionnelle internationale. À mon avis, c'est très aporétique. Et comme le disait le défunt président Giscard d'Estaing du socialisme, ça ne marche pas. Pas le socialisme, mais le droit international, constitutionnel. Je ne me prononce pas sur le socialisme. Ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Le constitutionnalisme international, ça... Je ne pense pas que ça se concrétise sous nos yeux, pour ne rien vous cacher. Je ne pense pas que ça soit en train de gagner la partie. Ça existe dans les livres des professeurs de droit international, ou des grands juges. Et d'ailleurs, ça me permet d'aller à mon... Alors, Grégory a dit très gentiment, enfin très gentiment, ça m'a touché que vous disiez qu'il y avait un projet de contentieux constitutionnel dans ce livre. C'est peut-être le moment pour moi de passer à mon petit... si vous voulez, si vous voulez... Est-ce qu'on branche le câble HDMI? J'ai mis une clé USB parce que le câble HDMI, c'est pour la visio. Ah oui, ok, Si bon, on enlève, les gens visio verront bon, c'est pas grave. C'est On ce type de peut match. tout à fait le faire. Ah non, mais je suis embêté qu'on pour... prenne le temps. Oui, parce que comme ça, si on met sur clé, tout le monde le verra en Ah oui, bah, c'est ça. Voilà, Ah oui, c'est juste que je ne peux pas vous donner le Ah oui, non, je Oui, comprends oui. très bien, c'est parfait, ça me va très bien, j'ai compris. Comme ça, on prend... Alors, attendez, On prend les minutes qu'il nous faut. Et puis alors j'ai besoin d'un petit matériel, on fait une petite pause. une pause de quelques minutes pour regarder ça ensemble. Je crois qu'il est sous mon carré. Je ne vais pas parler de art un petit peu les 5 minutes. Je connais beaucoup d'excellentes blagues. Plus que lui-même, plus qu'art lui-même. Je crois qu'on a des doctorants en droit international. Ah bah, Donc, qui sont lecteurs de droit international. non mais c'est très bien, j'ai une grande considération pour le droit international. J'admire beaucoup mes collègues internationaux. J'ai été très marqué par la lecture de Jean Combaco, ou de Carlos Sansu. Mais qui est peut-être le plus constitutionnaliste. Ça c'est possible, très français, oui, très français, très étatiste. Ça c'est vrai. Jean d'Aspremont, par exemple. Jean d'Aspremont m'a beaucoup marqué. Je dis ça parce que lui, il est carrément fondamentaliste. Carrément fondamentaliste. C'est très bien ça. Alors, c'est no-name, c'est ça Oui, Alors, mon document s'appelle Présentation Collège de droit. Un truc, ça va être de sortir. Bon, je l'arrache. Je sais jamais comment. Oui, je vais mettre Chose musicale. Sinon, je vais mettre. Est-ce qu'il faut qu'on projette ça derrière Et nous oui, aussi? alors je ne sais plus comment on fait, dupliquer ou étendre. On se voit, on va pas tout. Bref, je vais l'avoir oublié. Alors c'est... Présentation Collège de droit. Non, c'est pas Problème. bon. C'est pas la même version. Non, c'est peut-être pas bon. Je vais essayer. Parce que j'ai un Mac. Ah oui. Si ça ne marche pas, c'est Ouais. des sons. Et oui, c'est pas comme si avec... Non, C'est pas un Mac là, oui. Bon, on marchera pas. Bon, tant pis. Bon, j'en ai pas, mais ça aurait été amusant parce que j'ai un truc très beau. qu'est-ce qu'on aurait vu? Je vais essayer de vous redire un peu. Oui, je reviens à ce volet de contentieux constitutionnel. J'ai été effectivement assez attaché à me redonner à moi-même ou à redonner à la matière une certaine capacité de parler
de manière intéressante du contentieux constitutionnel et du matériau. Et intéressante, je voulais dire par là, pas interne. Il y a des très bons spécialistes de contentieux constitutionnel, très compétents, mais très souvent, il y a une tendance de la discipline, je ne vais pas personnaliser mon propos, évidemment j'estime énormément, mais il y a une tendance de la discipline à adopter le point de vue interne du juge. C'est-à-dire de se dire, le juge crée telle catégorie, elle existe, et maintenant, je vais la remplir, ou je vais en commenter le contenu, ou dire ce qu'elle veut dire. Par exemple, les objectifs de valeur constitutionnelle, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Quelque chose qui est florissant en contentieux constitutionnel, qui sont les exigences constitutionnelles. Qu'est-ce que c'est qu'une exigence constitutionnelle? C'est très difficile à dire, c'est une catégorie proliférante des décisions du Conseil constitutionnel, etc., etc., etc. Donc, il y a une tendance à se dire, ce que le juge fait, ça doit être les catégories de la science du droit constitutionnel. Et or ça me semble un petit peu gênant. Évidemment, il faut comprendre ce qu'il fait et le prendre en compte. Il faut dire que ça existe dans les décisions parce que c'est dans l'objet, c'est dans le matériau, la création des OVC, l'existence des principes de valeur constitutionnelle, de telles techniques, des réserves d'interprétation, la très brillante thèse de Mathieu Dizan sur la chose interprétée, tout ça, c'était très intéressant pour moi, très bien. Mais il me semble que on est loin de dire tout à propos du contentieux constitutionnel quand on ne fait que ça. C'est-à-dire, en gros, adopter le point de vue interne, c'est trop en concéder à l'objet, c'est trop en concéder au juge. Il y a beaucoup de choses qui se passent en sous-main au contentieux constitutionnel qu'on ne comprend pas si on fait simplement une sorte de rubricage, comme disent les journalistes, des décisions en mettant dans son commentaire, ben ça c'est un nouvel OVC, le juge a refusé la création d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République de ceci ou de cela. Il a refusé ça il y a 15 jours, donc PC récente. Il a refusé de créer un nouveau PFR. Ben, hop, on fait une note PC pour dire qu'il a refusé de le faire. C'est une conception interne de la discipline. Il me semble, pour reprendre la phrase fameuse d'Hamlet, qu'il se passe beaucoup plus de choses en contentieux constitutionnel que pas dans la philosophie comme dans Hamlet, mais que dans le droit du contentieux constitutionnel. Et j'en prends pour exemple, je n'aurai pas la vidéo, ce sera moins bien, mais la décision QPC de 2018 717 718 QPC de M. Cédric H, je crois de juillet 2018 de mémoire, je ne sais plus la date précisément, qui a créé le principe de fraternité. Et elle m'intéresse énormément parce que c'est une bonne illustration de ce que j'appelle la différence entre la norme et l'énoncé en droit constitutionnel. Si on admet l'idée de la norme constitutionnelle, on va se dire, il y a toujours eu dans l'article, je crois que c'est 2 de la Constitution, la devise de la République qui est liberté, égalité, fraternité. Il y a toujours eu ce concept de fraternité de toute époque, latent à l'intérieur de l'article 2, il y avait un principe de fraternité qui a toujours existé de manière latente jusqu'au jour où il s'est effectué dans la décision QPC de 2018. Ça, c'est une conception des choses. On en voit quand même bien les limites et les difficultés, c'est-à-dire que la veille de cette décision QPC, personne ne savait ou ne pensait que ce principe de fraternité n'était autre chose que moral, ou politique, ou programmatique. Il y avait même des explications très développées des spécialistes pour dire qu'il avait été neutralisé, qu'il n'était pas applicable, qu'il n'était pas effectif, tout ce qu'on voudra. Et puis un jour, par un fiat du juge, il se trouve être actualisé et la norme se trouve réinvestie d'un sens que nous ne savions pas qu'elle avait. Ça, c'est l'idée de norme. L'idée de norme présente plusieurs difficultés intellectuelles à mes yeux. Moi, je ne suis pas normativiste. J'ai un problème en amont, c'est que quand on dit norme, on ne sait plus qui est l'auteur. Un problème de traçabilité. La norme n'est pas une source, parce que la source a un auteur. On peut savoir qui l'a adoptée, elle est traçable. Je n'ai pas de meilleur mot. Puis, j'ai un problème en aval. C'est que, à mon sens, quand le juge, par exemple, dans cette décision QPC, utilise le principe de fraternité de la manière dont il le fait, ce n'est pas un raisonnement en termes de normes. Je vais essayer de m'en expliquer. En résumé, je le cite de mémoire, je ne sais pas complètement par cœur. Vous avez un certain nombre... Admettons que le juge
le juge constitutionnel ne soit pas un producteur de normes, ce qu'on nous dit tout le temps. Ça, c'est la norme, si je peux dire. C'est le dogme. On nous dit tout le temps que le Conseil constitutionnel a créé une nouvelle norme, qu'il y a une nouvelle norme dans la Constitution. Moi, je ne crois pas ça. Je crois qu'il y a des énoncés. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des choses qui sont dites à un moment donné, un acteur du système à un point particulier, situé dans le système, par exemple, il est juge constitutionnel, organiquement, il y a des énoncés, il y a des proférations, des sortes d'actes de langage, si vous voulez. Ça, moi, j'appelle ça des énoncés sur une base de linguistique, un petit peu à moi, et sur la base, notamment, des idées de Roman Jakobson. C'est ça des énoncés parce qu'un énoncé, vous le dites une fois, et si vous le répétez, c'est un énoncé numéro 2, c'est plus le même. Si je dis la même chose demain au CERCRID, il y aura des énoncés nouveaux, même si je répète exactement les mêmes phrases. Un énoncé numéro 1 aura été proféré à un certain moment, dans un certain contexte, et ensuite un énoncé numéro 2, même s'il a le même contenu. Eh bien, que fait le juge constitutionnel? Si on admet qu'il ne produit pas des normes, ce que je pense moi, il fait des choses normatives, mais une norme, c'est une sorte d'entité intellectuelle discrétisée mathématiquement, qui serait censée être éternelle. Or, à mon avis, dans une décision quelconque du Conseil constitutionnel, il n'y a pas ça. Prenez la QPC Cédric H. Il dit en substance, voici l'article 2 de la Constitution, il contient le mot fraternité. Ça, c'est un énoncé qu'il est allé prendre dans la Constitution, parce que ça a été proféré par le pouvoir constituant. Il le déplace, et ensuite, qu'est-ce qu'il dit dans ses considérants, dans ses paragraphes, désormais? Il s'en déduit qu'il y a un principe constitutionnel de fraternité. Il en déduit un principe constitutionnel de fraternité. Bon, première création du juge, parce que la fraternité, qui n'était rien en droit positif, devient un principe constitutionnel de fraternité. Pourquoi? Parce qu'il y a un énoncé jurisprudentiel numéro 2, qui ne vient pas de la Constitution, qui ne se trouve pas dans la Constitution. La Constitution ne dit pas ça en autant de mots. On peut dire que la norme constitutionnelle contenait ça, mais à ce moment-là, on peut tout dire. Oui. Si on cherche vraiment qui a dit quoi, qui a fait quoi juridiquement, ça n'était pas dans la Constitution en 1958, le 4 octobre, quand elle a été votée par le peuple français. Il n'y a pas l'énoncé. Il y a peut-être la norme, mais je vous répète ça, anything goes, si on veut. Troisièmement, il dit qu'il se... Alors, c'est pas qu'il en déduit, mais qu'il en résulte, je dis de mémoire, il en résulte la liberté, ce qu'on appelle le délit de solidarité. La liberté de porter assistance à autrui sans néanmoins l'aider à rentrer sur le territoire, etc. etc. Je ne sais pas de mémoire. Ça, c'est un troisième énoncé. Et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une sorte de cascade d'énoncés qui partait de la source constitutionnelle et simplement du mot fraternité pour arriver à des créations du juge. Et des créations parce que ce sont des énoncés. Si on dit que c'est des normes d'origine jurisprudentielle, on ne comprend pas qui a fait quoi. Si on dit que c'est des énoncés, on peut au moins retracer qui a fait quoi. On peut, comment dirais-je, accepter la légitimité de ce processus. Moi, je ne pense pas que le juge ait été un imposteur quand il a fait ça, pour prendre mon vocabulaire. Il était dans la posture du juge. Mais il a tiré très fort sur l'élastique. Il a utilisé le mot fraternité pour fabriquer quelque chose qui procédait d'une certaine volonté qui était la sienne à un moment donné. Ça n'a pas été un juge tropérien, il a fait ça sur base de quelque chose. Et il a interprété à sa façon. Mais il a tiré la corde très fort, parce qu'à un certain moment, contre le législateur, contre une partie des spécialistes, il a été décidé au Conseil constitutionnel que le délit de solidarité, maintenant ça suffisait. Maintenant ça suffisait, on va sauver le soldat Ryan, on va sauver M. Cédric H, on va faire en sorte qu'il ne soit pas sanctionné pénalement. Bon, une sorte de décision a été prise. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la légitimité de ces décisions. On peut être pour, on peut être contre. Certains spécialistes sont favorables à cette jurisprudence, d'autres non. Ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est de retracer ce qui s'est produit. Il me semble que quand on fait ça, on se rend compte, par exemple, et je vais terminer là-dessus parce que je suis très 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 long, que le juge en fait beaucoup plus qu'il n'en dit. Et peut-être même qu'il ne le sait lui-même. Alors, si on dit il y a la norme constitutionnelle, il y a le bloc de constitutionnalité, on dit comme Jodel, c'est la Constitution, toute la Constitution, rien que la Constitution. Mais si on dit ça, on peut s'arrêter de travailler. On peut aller se coucher, si vous voulez, parce qu'il n'y a plus rien à dire sur le droit constitutionnel.
Ce qui se passe, à mon sens, réellement, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en droit constitutionnel dans les décisions, dans le matériau. J'en ai lu des centaines de décisions des conseils constitutionnels. Il y a quand même 15 pages d'index de décision dans mon livre. J'ai un petit peu travaillé là-dessus. Ce qu'il fait en réalité, c'est de mettre plein de choses dans ces décisions qui ne sont pas du bloc de constitutionnalité, mais qui sont des normes de référence du contrôle de constitutionnalité. Ce que j'ai appelé les policy arguments, les arguments de politique publique. Le principe de la santé publique, le principe de l'équilibre des comptes publics, etc., etc. Il y en a des centaines, il y en a des dizaines et des dizaines, des mots qui sont dans les phrases du Conseil constitutionnel, qui servent à influencer sa décision, qui servent à fonder son raisonnement, qui ne sont certainement pas le bloc de constitutionnalité, mais qui font partie de la motivation, en quelque sorte. J'ai appelé ça des policy arguments grâce à Duncan Kennedy. C'est lui qui m'a appris cette idée-là, qui est très américaine. C'est pas lui qui l'a inventée, mais c'est une idée qui vient des États-Unis. Le juge, parfois, quand il ne peut pas être formaliste au sens américain du terme, c'est-à-dire avoir un texte sur lequel s'appuyer, il va injecter dans son raisonnement eh bien, le principe du fédéralisme, le principe de l'égalité quand il n'a pas de valeur constitutionnelle, des principes d'equity, certaines idées politiques, etc., etc., etc. Et il va injecter ça pour fabriquer du droit là où il y a une sorte de lacune textuelle, si vous voulez. Je pense que le Conseil constitutionnel fait ça quasiment dans chacune de ses décisions. Or, ça n'apparaît dans aucun manuel de contentieux constitutionnel. Voilà. Ça m'a beaucoup frappé. Je pense que là, il y a une sorte d'oubli. Les spécialistes du matériau, je ne dirais pas qu'ils ne connaissent pas le matériau, ils le connaissent mieux que moi. Mais ils ont décidé de ne pas regarder ça. Et je ne sais pas pourquoi. Donc en réalité, voilà mon petit projet, si vous voulez, en termes de contentieux constitutionnel, c'était de montrer qu'on pouvait en dire beaucoup plus. Ce n'était pas qu'il fallait critiquer le Conseil constitutionnel, c'est qu'il y avait beaucoup plus à en dire que ce qu'on en disait habituellement. Je vais m'arrêter parce que j'ai été trop long, je crois. Merci beaucoup. Merci. J'ai des questions, mais j'aurai des occasions de les poser. Donc, je peux commencer par poser une des questions, puis les gens pourront poser les autres. La dernière fois que vous avez invité à Créteil, je n'avais pas eu le temps de poser ma question. Je ne veux pas passer à côté de l'occasion cette fois-ci. Je vais commencer simplement par une remarque. Je trouve intéressant ce que vous avez dit sur la théorie réaliste de l'interprétation. Cette idée qu'en réalité, la théorie réaliste de l'interprétation, qui est radicale à sa manière et qui a été formidablement radicale à son époque, quand, disons, l'article de Michel Tropper qui a publié dans le mélange Eisenman, de l'article de 74, reste aujourd'hui encore d'une radicalité folle. Mais c'est tout à fait vrai que c'est un article qui n'est un danger pour personne, en réalité. Et c'est ça qui est très curieux. Donc il est radical d'une certaine manière, sans présenter un danger pour qui que ce soit, et on se demande finalement si ce n'est pas un discours qui est purement interne à la doctrine, si ce n'est pas une critique des méthodes de travail de certains collègues, de ceux qui relèvent de la théorie réaliste de l'interprétation, et si finalement on n'a pas ce discours qui explique pourquoi en réalité la place centrale est occupée par le juge. Et du coup ça m'a fait penser à une observation d'Alexander Zomek, que vous connaissez certainement, qui son premier sujet d'étude avait été précisément les Critical Legal Studies, et il s'était rendu aux États-Unis, il avait voyagé aux États-Unis au début des années 90, donc c'était après la grande époque des Critical Legal Studies déjà, mais tout le monde était encore dans les parages. Du coup, il était parti de Vienne pour voir de quoi il s'agissait, et ce qui l'avait beaucoup frappé, c'était que les séminaires des grandes figures des Critical Legal Studies n'étaient pas du tout suivis essentiellement par des jeunes marxistes ou des jeunes critiques de l'idéologie ou des choses comme ça, mais simplement par ceux qui voulaient être le mieux formés possible à la technique juridique, et que c'était des gens qui allaient travailler essentiellement dans des grands cabinets, à travailler pour des très grandes entreprises, parce que la qualité du raisonnement juridique qu'on trouve chez Duncan était très grande. Il n'y a personne d'autre qui décortique le raisonnement des juges avec le même degré de dextérité. Ça m'a fait penser un petit peu à ça. En fait, il y a une radicalité, mais qui finalement n'est pas dangereuse. En fait, c'est ça qui est intéressant.
là-dedans. J'aurais souhaité revenir sur 2 points, peut-être. Simplement, dans la notion centrale de source qui fait toute la première partie de l'ouvrage, finalement, ça, j'ai trouvé ça extrêmement stimulant parce que la source, c'est l'un des grands problèmes de la théorie du droit qui est effacé aujourd'hui. Comme vous l'expliquez, au profit du vocabulaire de la norme, qui fait partie du langage courant des juristes, indépendamment de la question de savoir s'ils veulent parler de norme ou non. Oui, c'est ça, devenu le topos. Voilà le terme interchangeable pour parler de tout objet normatif, quel qu'il soit. J'ai trouvé que ce que vous écriviez sur les sources était très fin. Là, j'aurais voulu savoir si vous aviez été lecteur de Hart, de ce point de vue-là, parce que il y a de la lecture, il y a de la nourriture émotionnelle, nourriture émotionnelle, et de la nourriture intellectuelle également, de ce point de vue-là, parce que par exemple, si on se penche sur la décision de Miller, qui est la première grande décision rendue par la Cour suprême du Royaume-Uni sur le Brexit, on trouve une définition de la Constitution rendue par l'opinion majoritaire. La Constitution serait un système de sources où l'identification des sources, et ça m'avait vraiment frappé parce que c'est typiquement ce que dirait un artien finalement, alors que je pense qu'un juriste français aurait peut-être plus de mal à concéder le fait que la Constitution par excellence n'est rien d'autre que la règle qui identifie les sources du droit au sein de l'ordre juridique. Et on avait une aisance à mobiliser d'une manière pertinente le concept de source du droit dans cette grande décision de Miller, alors qu'on ne sait pas réellement raisonner en termes de source. Donc, après, je me demandais si Hart avait joué un rôle dans la règle de reconnaissance. Je sais que vous traitez la reconnaissance plus loin, mais pas exactement dans ce sens-là. Et par ailleurs, vous êtes passé sur la deuxième partie, qui, en fait, c'était la raison pour laquelle je m'étais penché sur votre ouvrage initialement, parce que vous rentrez en profondeur sur la question des valeurs et des principes. Ouais. Et ça m'avait vraiment intéressé au moment où votre ouvrage était sorti, parce qu'on ne trouve rien en réalité sur la question des principes et des valeurs dans des ouvrages français, alors que si on est lecteur de Dworkin ou de sources anglo-américaines, ça va être un problème central. Pourquoi est-ce que le droit positif ne peut pas simplement être réduit à des questions de règles qui vont soit être valides, soit ne pas être valides, soit vont s'appliquer, soit ne vont pas s'appliquer. Et on a besoin d'un raisonnement un petit peu précis sur les questions de principes et de valeurs. Par exemple, sur le principe généraux du droit, où en fait il ne s'agit pas simplement de découvrir des principes ou de créer des principes, selon la vulgate du gaja, mais en réalité qui mobilisent des techniques de raisonnement assez fines et qui sont tout à fait passionnantes. On est toujours en train de mobiliser des éléments qui vont exister dans une partie de l'ordre juridique, mais qui sont indisponibles pour le juge, quelle que soit la raison technique. Par exemple, sur la dualité des ordres de juridiction, le juge du droit public n'a pas accès à une norme qui existe en droit privé, et donc va transposer purement et simplement la norme vers le droit public au titre des PGD. Mais pour faire ça, il faut une dextérité en termes de raisonnement. J'aurais voulu savoir comment vous étiez pris de ce point de vue-là, si vous pouviez revenir rapidement là-dessus, comment vous distinguiez principes et valeurs. Vous avez tout un passage là-dessus. À quel point est-ce que vous avez été influencé par Dworkin plutôt que Kennedy, ou est-ce que ça n'a pas joué un rôle particulier? Si on accepte que le droit ne peut pas être réduit à des règles, on peut être très libre dans ce monde. On ne sait pas. Merci Grégoire. Alors sur la notion de source, ai-je été lecteur de Hart? Oui, très jeune, dans les études en Angleterre, parce qu'on me l'a fait lire, et que c'était un peu le dogme là-bas. C'était le dogme à Cambridge, dans les années 90. Tout le monde était hartien plus ou moins, enfin avait absorbé Hart. Est-ce que ça m'a marqué? Pour être franc, je ne sais pas. Ça ne m'a pas servi, en tout cas. J'ai essayé de caser la règle de reconnaissance quelque part dans le livre. J'y suis pas parvenu, alors même que ça ne me semble pas impossible. Peut-être que j'y consacrerai un paragraphe s'il y a une deuxième édition, mais ça n'a pas été un objet utile, un instrument dans mon travail. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Je me suis posé la question moi-même. Je sais que vous êtes un très grand, éminent lecteur de Hart, j'imagine, un petit peu hartien quand même. Moi, je ne suis pas, j'ai du mal avec ça, mais c'est pas que j'en pense du mal, c'est un grand auteur. Je ne le néglige pas non plus. Je pense que Concept of Law est un très bon ouvrage, très intéressant. Je n'ai pas réussi à en faire grand-chose. Je ne peux pas dire mieux.
Ça ne m'a pas servi, je ne peux pas en dire tellement mieux. Probablement, il n'y a pas une grande différence entre le dispositif que j'ai essayé de créer, la règle de reconnaissance. C'est mieux dit chez Hart, très probablement, c'est dit de manière plus canonique. Mais je ne me sens pas très éloigné de cette idée-là. Par exemple, mon idée du pédigré comme consensus. La différence entre le pédigré chez moi, modestement j'ai essayé de le faire, et l'idée d'une norme relative à la Constitution, par exemple, d'une norme, une grande norme, c'est que le pédigré peut venir d'en dessous, le pédigré peut venir d'en bas. Je donne un exemple. Au Royaume-Uni, qui est un droit que j'ai un petit peu étudié, il y a le principe de souveraineté du Parlement. C'est un grand principe constitutionnel. Mais ce n'est pas la Constitution, parce qu'il n'y a pas de Constitution écrite. D'où vient le principe de souveraineté du Parlement? En pratique, il vient de la reconnaissance par les juges, par des décisions juridictionnelles, c'est-à-dire bottom-up et pas top-down. C'est des juridictions qui ont dit le Parlement est souverain. Ça, c'est assez de la règle de reconnaissance. Et c'est assez ce que j'appelle, moi, le consensus. Moi, j'ai presque plus été marqué, et j'ai presque plus utilisé Stanley Fish. D'accord. Mais c'est pas que je suis je suis pas positiviste, et Hart, c'est quand même une refondation du positivisme, d'une pensée positiviste, ça c'est une chose. Mais par contre, dans Miller, la Constitution comme système de source, je l'ai traduit assez vite pour le blog du Politicum, je l'ai tout de suite vu. Ça m'a marqué, ça m'a frappé, mais là encore, j'ai pas su me placer et me fait penser que je devrais le placer quelque part. C'est très intéressant de dire qu'une Constitution est un système de source. Alors, on ne va pas parler de Miller parce qu'il y a l'histoire, vous savez, du conduit de pipe, etc. C'est un peu compliqué, mais c'est une idée, je crois que c'est Lady Hare qui dit ça dans sa décision. C'est très intéressant, absolument, je suis d'accord avec vous. Alors, voilà pour Hart. Pour les valeurs et les principes. Je suis d'accord qu'on n'en dit rien en France, sauf des choses un petit peu trop sommaires. Je suis assez d'accord avec vous. Et Dworkin m'a aidé à le comprendre, mais je ne suis pas du tout dworkinien. Je ne suis pas grand-chose en général. Je ne suis pas adhérent de quelqu'un en particulier. Voilà pourquoi. Parce que d'abord la distinction entre règles et principes tels que l'a fait Dworkin, je n'y crois guère. Je pense par exemple qu'une règle peut protéger les droits individuels, peut être tournée vers les droits individuels. Donc l'opposition, elle est séduisante. Je ne suis pas certain qu'elle marche très très bien. Maintenant, moi j'ai une définition. Je pense que le droit constitutionnel est un droit des valeurs. Et je pense que l'intérêt du droit constitutionnel, c'est que c'est une sorte de pratique sociale de la transposition de croyances et de valeurs morales dans du droit et donc dans de la pratique sociale. En réalité, c'est ça qui m'intéresse, c'est que nous nous rendons compte, en étant constitutionnalistes et peut-être aussi internationalistes d'ailleurs, que ce en quoi nous pouvons croire philosophiquement, collectivement, quand il s'agit de le concrétiser, ça pose des tas de problèmes. Quand il s'agit même de le dire, ça pose des tas de problèmes. Le processus déclaratoire, faire une déclaration, ça pose des problèmes très intéressants qui remontent aux valeurs elles-mêmes. C'est-à-dire nous avons à reformuler nos valeurs quand nous les pensons philosophiquement, quand c'est pensé par Jean-Jacques Rousseau ou par Hegel, et ensuite on le dit dans une constitution. Il y a un problème de formulation, il y a un problème social, il y a des problèmes intellectuels spécifiques. Même le juge est dans une posture très difficile. Je n'aimerais pas avoir à rédiger des QPC. Je pense que c'est très difficile de faire ça, les décisions des juges. C'est un travail que je ne saurais pas faire, je le dis assez humblement et respectueusement. Moi, j'ai simplement dit dans le livre ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exclure les valeurs, on ne peut pas exclure les valeurs du droit constitutionnel parce que c'est de cela dont il est question en droit constitutionnel, premièrement. Ensuite, l'opposition principe-valeur, moi j'ai dit en substance, les principes, c'est la concrétisation juridique de certaines valeurs. Voilà mon idée très simple. Le principe est une sorte de véhicule pour la valeur. Ça ne va pas chercher très très loin, mais c'est un petit peu l'idée que j'ai eue. Et en réalité, j'ai bien aimé ce que vous disiez sur le raisonnement sur la base des principes. J'ai beaucoup aidé, j'ai beaucoup aimé chez Vicki Jackson, la professeure de Harvard, l'idée du droit américain comme principled reasoning. Le droit comme principled reasoning. Raisonnement à base de principes. C'est-à-dire on ne raisonne pas à blanc, on ne raisonne pas dans le vide, on se dit qu'il y a des sortes d'axiomes, le principe d'égalité, l'existence même de la Constitution, etc., etc. Et c'est sur cette base axiomatique qu'on procède à des raisonnements qui sont donc des raisonnements en quelque sorte contraints. C'est des raisonnements sous contrainte. J'aime bien cette idée du principle reasoning. Sur Dworkin, en deux mots, ma gêne, on pourrait penser que
Je pourrais être dworkinien, je ne le suis pas, parce que je pense que Dworkin, c'est le moment de l'histoire du droit américain et du droit occidental où quelqu'un s'est dit, finalement, nous avons besoin de réaliser un programme politique libéral, il est très important, la déségrégation, l'égalité, l'equal concern, un programme de choses assez progressistes. Si ce n'est pas dans la Constitution, tant pis. Si ce n'est pas dans la source, on va se passer de la source. Et ça donne, si vous voulez, Roe versus Wade. Roe versus Wade qui n'est pas à propos du 14e amendement, qui est à propos de rien du tout, qui est à propos d'un principe qui n'est pas dans la Constitution. Moi, je pense que le malheur qui est arrivé en Amérique, et je le dis d'un point de vue de citoyen et de personne qui est la décision Dobbs, à laquelle je suis hostile politiquement et intellectuellement, était déjà en germe dans Roe versus Wade, qui était une mauvaise décision techniquement. Ouais. Elle avait peut-être un certain intérêt moral, mais elle était ratée techniquement. Ben, elle s'est effondrée, c'est pareil. Brown versus Board of Education, pareil, ça avait de gros problèmes techniques. On a oublié la source, et la personne qui incarne ça pour moi, c'est Dworkin. D'où mon problème avec le dworkinisme en général. Et le fait que les originalistes, à la fin, ont gagné, c'est ça qui est horrible actuellement, enfin qui est difficile actuellement, c'est que les gens qui ont dit il faut faire un retour à la source, ils avaient en quelque sorte raison. Ouais. Techniquement, juridiquement, ils avaient en quelque sorte raison, même s'ils ont exagéré la portée de leur victoire. Peut-être que le meilleur de Dworkin se retrouve chez Kennedy, finalement. Il ne serait pas content que vous le disiez. Non, c'est certes, mais cette idée que ce qu'on souhaiterait conserver de Dworkin, en fait, on le trouve déjà chez Kennedy, finalement, il y a quelque chose comme ça. Je pense que Dworkin voulait être un moraliste. Dworkin avait un projet de philosophie morale qu'il a réalisé dans les livres de sa fin de vie. Justice for Hedgehogs, Dark Seven Virtues. Voilà. C'est probablement la racine de la chose. D'accord. On poursuit, sauf s'il y a des questions. Okay. Je voulais tout d'abord vous remercier, monsieur le professeur, pour la présentation de votre ouvrage, ainsi pour la présentation de votre cheminement dans l'élaboration de celui-ci. C'était vraiment très très intéressant. Et je voulais revenir sur la QPC Cédric Héron, que vous avez sur la QPC Cédric Héron que vous avez mentionné sur la consécration du principe de fraternité. Effectivement, on peut considérer, tel que vous l'avez affirmé, que le Conseil dans cette décision tire un petit peu trop sur la corde. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas également considérer qu'à travers cette QPC, on a une approche du Conseil qui s'apparenterait à une forme d'opportunisme, de pragmatisme, d'utilitarisme, je ne sais pas comment on pourrait le nommer, de la part du juge, puisque vous l'avez effectivement vous-même mentionné tout à l'heure, il se fonde sur le texte, sur l'article 2 de la Constitution, pour rendre sa décision, mais c'est tout à fait normal, il se base sur ce fondement-là. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas considérer également que se baser sur la devise républicaine sur l'article 2, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une forme de posture qui s'apparenterait à une forme de justification pour ne pas assumer pleinement un rôle proactif qu'il joue dans la création de ce que vous qualifiez comme étant des énoncés? Oui, je vous remercie, je comprends ce que vous dites là, certainement. D'ailleurs, c'est une décision qui n'a pas suscité énormément de problèmes. Je pense que dans la conscience collective, à un moment donné, punir M. Cédric Héron de 3 mois de prison avec sursis et d'une infraction, ça gênait un peu tout le monde aux entournures. Il l'a cherché, parce qu'il voulait être puni. Il voulait commettre ce délit de solidarité. Donc ça, c'était politique, c'était du militantisme. Je pense que dans l'esprit de beaucoup de gens, il fallait peut-être changer le droit, et je pense aussi peut-être que le législateur n'était pas disposé à le faire. Et là, c'est un moment où c'est le juge constitutionnel qui fait un travail de mise à jour, d'aggiornamento. Somme toute, ça peut faire partie de son office. Moi, je ne la conteste pas du tout sur le fond. Elle a en plus plein de limites, en réalité, avec la question
du franchissement des frontières, etc., elle est assez limitée en réalité. Il y a des gens qui disent que ça n'a pas changé grand-chose, du point de vue du fond du droit, des étrangers, etc. Bon, c'est assez subtil en réalité. Elle a été intéressante aussi en ce sens que se sont mis à l'attaquer des gens qui se sont dévoilés comme ça, comme assez radicalisés politiquement. Suivez mon regard. Voilà. Et en réalité, quand ces gens ont fait ça, ils se sont autocritiqués, parce qu'ils ont dit du mal d'une jurisprudence constitutionnelle dont ils avaient été les auteurs. Et suivez encore mon regard, les articles de la RFDA qui étaient parus. Donc en réalité, elle a été intéressante, elle fait partie du travail du juge, et moi je ne veux pas d'abord la critiquer, c'est pas ma spécialité, je veux la décortiquer. Je veux montrer comment ça s'est passé. C'est quand même une très bonne illustration de ce que j'appelle les énoncés par opposition à ce que j'appelle la norme. Ce que vous en dites me convient très bien, mais moi j'aimerais bien que analytiquement, on ait des outils plus fins pour comprendre ce qui se passe et qu'on ne nous dise pas que ça a toujours été dans la Constitution, que c'est la norme constitutionnelle, amen. Après ça, une discussion peut avoir lieu. À la limite, moi je dis toujours à mes étudiants que j'admets l'idée qu'un conseil constitutionnel qui s'auto-restreint, qui motive peu, ça peut avoir des avantages. Pourquoi pas? Ça évitera peut-être le passage à la décision Dobbs. Vous voyez, c'est-à-dire les opinions du juge américain ont aussi des défauts. Elles sont aussi politisées, engagées, individualisées. Très bien. Mais, donc, je n'ai pas d'hostilité vis-à-vis de ces décisions sanitaires. Ce que vous en dites est très juste. Je suis gêné quand même de ce dispositif du syllogisme dans ce blocage. Parce que moi, je ne vois pas de déduction. Je ne vois pas de « il en résulte que », je ne vois pas comment ça marche. Ce n'est pas une vraie déduction, c'est une déduction en carton-pâte. Il ne se déduit rien du tout de rien du tout. Il ne résulte rien du tout de rien du tout. C'est uniquement des mots. J'avais appelé ça des connecteurs. Des connecteurs même arbitraires, j'avais employé ce terme. C'est des connecteurs arbitraires. Le mot résulté n'a aucun sens spécifique dans Cédric H. On a voulu brancher une certaine liberté nouvelle sur un certain énoncé dans la Constitution. Le mot pour faire le branchement, c'est « il en résulte que », mais ce n'est pas une vraie déduction. Et le juge ne la réalise pas. C'est quand même un souci, vous voyez, intellectuellement. Parce qu'un jour viendront les gens qui n'aimeront pas la décision Cédric H, qui voudront la changer, les gens qui auront été nommés par un autre pouvoir, qui voudront revenir là-dessus avec la même liberté de manœuvre que les juges très libéraux politiquement de droite ou de gauche qui nous gouvernent actuellement. Ce jour-là, on se dira que notre droit constitutionnel était fragile. Voilà, c'est ça. Moi, c'est ça qui m'embête. C'est ça qui m'embête. Je pense en réalité, je vais même aller un petit peu au-delà de votre question, parce que c'est l'occasion de vous remercier de le dire. Je pense que le job du juge constitutionnel est un job infaisable. Voilà. J'ai envie d'écrire un article en anglais qui s'appellerait Judicial Review, Mission Impossible. Parce que je pense qu'on peut simplement pas le faire. Voilà. Personne ne peut le faire bien. Les plus grands esprits se sont penchés sur la question. On a fait un travail humain avec ses qualités, avec ses fragilités. Peut-être arrivons-nous aujourd'hui à votre génération de juristes au moment d'épuisement de ce dispositif-là. Moi, j'en ferai un peu le pari. En tout cas, j'attends le moment du renouvellement. J'attends le moment où on fera des trucs bien en droit constitutionnel qui seront convaincants juridiquement. Moi, je veux bien qu'on m'impose l'autorité des décisions du Conseil constitutionnel. Je ne la remets pas en cause, d'ailleurs. Mais juridiquement, je le dis respectueusement, je ne suis pas très impressionné. Voilà. Je suis impressionné par les décisions du Conseil d'État pour d'autres raisons. Le travail du Conseil constitutionnel, qui est ou non tel ou tel président, ou non tel ou tel membre. Voilà, je veux dire que c'est une décision intéressante parce qu'elle reflète bien une certaine manière de procéder et de travailler qu'on peut défendre comme vous l'avez dit, mais qu'on peut attaquer comme je l'ai fait. Merci en tout cas pour les questions. Alors, je ne suis pas constitutionnaliste, donc du coup, j'ai pas eu la chance encore de lire l'ouvrage, ce qui me saurait tarder maintenant que vous écoutez. Par contre, ça a éveillé chez moi plus un questionnement sur l'interprétation et sur l'articulation entre le texte, le sens et l'interprétation. Parce que si j'ai bien compris votre propos, vous écartez l'idée d'un sens qui serait tout entier concentré dans la personne de l'interprète.
ou en tout cas dans son discours, dans ce qu'il perçoit du texte. J'ai le sentiment aussi que vous écartez l'idée que le texte est clair en lui-même, que le sens est tout entier compris dans le texte, et que donc il y a bien un rapport entre texte et interprète. Le texte doit passer par l'entremise de l'interprète pour qu'on puisse en saisir le sens. Et du coup, je m'interroge sur la manière dont vous représentez le rapport entre texte, sens et interprétation. Alors, c'est 200 pages de mon livre. Vous avez 5 minutes. Exactement. Non, c'est une très bonne question et je vous en remercie. Elle est très pertinente. Mon idée est la suivante. Et, j'admets qu'elle puisse être jugée inoriginale, n'ayant pas d'originalité. Je pense que tout texte est porteur d'une signification. Alors, on ne peut pas dire qu'un texte n'a pas de sens. Pour ça, moi, je ne suis pas postmoderne, si vous voulez. Je pense qu'il y a un sens initial, ou un sens inaugural, ou un sens premier d'un texte donné. Quand je lis mais du droit de l'environnement, du droit de l'urbanisme, je comprends un certain sens. J'ai plus de mal au droit de l'environnement, mais quand on lit un texte, on le comprend d'une certaine manière. Quand René Capitan est au Japon, à Tokyo, en 1958, il reçoit la Constitution, il la lit, il écrit un texte dessus. Il rate un peu son coup. Il dit il va se passer ça. C'est un très grand juriste, un éminent juriste, mais quand il la lit, il lui donne un sens qui ne va pas devenir le sens de la Constitution, mais il avait le droit de le faire. Il y a une sorte de sens initial. Après ça, il y a effectivement des interprètes. Il y a vous, il y a moi, les observateurs scientifiques, il y a le citoyen, il y a même l'étranger qui lit la Constitution parce qu'elle le protège, il y a le juge. Ça fait une communauté d'interprétation, à l'intérieur de laquelle il y a des gens qui ont une certaine autorité. Ça, c'est l'interprète authentique tropérien qui existe. Quel est le rapport entre la source et ses interprètes ou son interprétation? Moi, je fais une comparaison très simple, une analogie très simple qui est la suivante. Admettez l'existence d'un jeu de cartes très spécial, pas très amusant à jouer d'ailleurs. Vous avez un joueur qui a toutes les cartes en main. Il fait face à un autre joueur qui a le droit d'en prendre. C'est ça l'interprétation juridique. L'énoncé initial, ce que j'appelle moi l'énoncé primaire, est potentiellement porteur de plusieurs significations, de manière pas illimitée. Il y a des significations qu'on peut exclure. Par exemple, comme le dit de manière très convaincante un professeur américain, la torture n'est pas autorisée par la Constitution américaine. Voilà. L'idée de la possibilité de la torture n'est pas constitutionnelle, quelle que soit la manière dont on lit la Constitution. Donc on peut exclure certains machins. D'un autre côté, il va y avoir une interprétation qui sera une certaine lecture, une des cartes tirées dans les cartes qui sont données par l'énoncé primaire. Moi, ça me conduit à un rapport un petit peu long à élaborer comme ça dans une réponse orale, entre ce que j'appelle les énoncés primaires et les énoncés interprétatifs, que je construis d'une certaine façon dans ce que j'appelle une situation d'interprétation, situation dans laquelle se trouve l'interprète et dont le caractère est qu'il n'y est pas totalement libre. Je reprends une formule essai de Gaian, qui est celle de la chute. Donc, je parle de chute dans l'interprétation. Si vous êtes un interprète, à ce moment-là, vous perdez une partie de votre liberté, vous êtes comme au fond d'un trou, et vous ne pouvez pas sortir du trou. L'interprète n'est pas totalement libre. Et en plus, il est en mauvaise posture parce qu'il n'y aura pas de bonne solution. Voilà. Mon idée est la suivante. Je ne pense pas que ça soit original. On m'a dit à juste titre que ça ressemblait à Kelsen, à certains égards, à ce que dit Kelsen de l'interprétation, qui est assez bref, mais assez convaincant, en réalité. Peut-être bien. Moi, ce que j'ai essayé très humblement, c'est de remodéliser. Je n'ai pas essayé d'inventer une théorie d'interprétation, j'ai essayé de la remodéliser, ce qui n'est pas pareil, c'est-à-dire de lui donner un paramétrage conceptuel nouveau et peut-être mieux structuré. Et notamment, j'ai creusé les concepts qui étaient à l'intérieur de ce schéma. Par exemple, le concept de fidélité, qui me semble très intéressant. Mon idée, par exemple, c'est que qu'est-ce que c'est que l'état de droit? C'est pas la soumission au droit, parce que ça veut rien dire. On n'est pas soumis au droit, on n'est pas une machine qui applique le droit quand on est un juge. On a un rapport de fidélité. Comme dans un couple, la fidélité suppose la possibilité de l'adultère, suppose une liberté. La fidélité suppose la liberté. Donc en réalité, dans mes deux concepts d'interprétation, fidélité et liberté, l'un présuppose l'autre.
Bon, voilà le genre de choses que j'ai essayé de construire. Si on dit que c'est pas original, je suis d'accord d'avance. J'ai une question qui serait, alors, je ne suis pas non plus du tout constitutionnaliste, ça fait même bien longtemps que je n'ai pas fait. Donc je vous remercie d'avoir réveillé pas mal de petites, voilà, pas mal de choses que je ne connaissais pas, certainement. Je crois que le temps est passé. Donc on fait, disons, de la science juridique. J'aurais voulu faire un peu de science-fiction juridique en vous posant cette question. Comment voyez-vous le travail du juge constitutionnel, puisque vous l'avez évoqué, vous l'avez critiqué? Comment vous verriez-vous vous-même en fait la construction qu'il doit faire lorsqu'il rend ses décisions? Comment techniquement, si c'était vous, puisque vous dites que c'est un travail impossible, si vous deviez y être, comment techniquement vous voudriez que ce soit rendu? Est-ce que c'est un montage, est-ce que de la source de la Constitution suffit, l'interprétation vous la rajoutez, le raisonnement avec, que c'est, voilà. Comment vous personnellement, est-ce qu'il existe une théorie barrangiste de ces décisions du juge constitutionnel? Non, je vous remercie. Non, c'est une question intéressante. J'ai pas du tout envie de faire ce travail-là. Je suis absolument pas candidat. Ça vaut probablement mieux. Ça tombe bien, oui, absolument. Non, mais réellement pas. C'est un métier que j'ai décidé de ne pas faire. Magistrat, j'ai du respect pour la magistrature, c'est très difficile. C'est judging under fire, comme on dit. C'est bien. Partant de là, je pense que si le juge doit avoir un statut dans une société politique occidentale contemporaine, c'est nécessairement à base d'une certaine conception de la rationalité. Le juge ne peut pas être que porteur de volonté, il est nécessairement un organe injectant une certaine sorte de raison ou de rationalité, quelle qu'en soit la définition qu'on en donne, à l'intérieur du dispositif. C'est une sorte de prémisse chez moi, parce que sinon il n'est pas juge, il est le peuple ou il est le législateur. Qu'est-ce que c'est que cette rationalité? J'ai du mal à le dire. Je pense quand même intuitivement qu'elle passe par la motivation des décisions. Et je veux dire une motivation suffisante. J'ai parlé en cours il y a quelques jours des décisions de contrôle obligatoire des lois organiques. Elles sont indigentes, il n'y a quasiment rien. À part la LOLF et quelques autres, il n'y a quasiment rien. Parfois, c'est fait en une demi-journée. Parfois, ça fait quelques lignes. Il y a certaines QPC très difficiles à comprendre. J'en lis beaucoup, des QPC, j'en lis pas tous les jours, mais j'en lis beaucoup. Il y en a qui sont très difficiles à comprendre. Le juge ne nous dit pas comment il travaille. J'ai du mal à rattacher ça à l'idée occidentale de la rationalité. J'ai du mal à me dire que c'est rationnel, voire même raisonnable, ce qui n'est pas la même chose de procéder comme ça. La première attente que j'aurais, si j'en avais une, c'est que le juge motive ses décisions un petit peu plus qu'il ne le fait. C'est que si on a une certaine conception de la rationalité, une certaine conception des techniques de son propre travail, et donc une jurisprudence, on s'y tienne. Or, le juge français ne se tient pas à sa propre méthodologie. Il dit que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République reposent sur plusieurs lois de période républicaine, et parfois il s'émancipe de cette obligation lui-même en créant des PFR qui n'ont pas cette base-là. C'est quand même très ennuyeux. Quelle que soit sa conception de la rationalité, il devrait s'y tenir. Il nous dit qu'il y a un bloc de constitutionnalité, et puis parfois il invente des principes qui ne sont pas dans ce bloc de constitutionnalité. Donc, quelle que soit sa conception de la rationalité, il ne s'y tient pas lui-même, donc il devient arbitraire. Et ça, quelle que soit la manière dont on fait ce travail de juge constitutionnel, je suis embarrassé que ça existe. Je le dis respectueusement, et ce n'est pas un propos révolutionnaire de ma part, c'est un propos de professeur de droit. C'est un propos de comparatiste aussi. Ça, c'est probable. Parce qu'il y a toujours il y a toujours quelque chose de... Lorsqu'on présente des décisions de justice étrangères, que ce soit des pays de common law, que ce soit allemand, par exemple, à nos étudiants français, ils ont toujours ce grand moment de déception où ils se rendent compte de ce qu'ils ont chez eux.
Ils étaient très contents de la justice à laquelle ils avaient droit en France, jusqu'à qu'ils lisent de la justice étrangère. Et là, ils se rendent compte de ce qu'ils ont sous les yeux. Mais ils disent, d'accord, on nous avait dit que ce qu'on appelle la motivation du juge, c'est ce qu'on a en France, jusqu'à qu'on lise des décisions de pays où on a la motivation, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles la décision est rendue. Et on se rend compte qu'en réalité, on ne sait pas du tout quelles sont les raisons pour lesquelles les décisions sont rendues en France. Donc en réalité, en fait, j'ai l'impression aussi, en vous lisant, que c'est une exigence que vous avez, parce que vous avez été formé à la culture de common law en réalité. Probablement. Et vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ces décisions en réalité? Je suis d'accord. Donc il y a... Alors, je ne suis pas constitutionnaliste, je suis européaniste, puisque chacun déclare ce qu'il parle, donc je déclare également. Situer son propos. J'avais deux questions, mais très rapides, parce qu'il y a peut-être des questions en ligne. Votre propos porte sur la Constitution, le Conseil constitutionnel, le contentieux constitutionnel. Vous avez aussi observé, peut-être de loin, ce qui se passait du point de vue des autres juges. Comment vous avez fait référence au Conseil d'État, à la Cour de cassation, comment vous situez les décisions, même si tout n'est pas comparable, bien évidemment, mais les décisions du Conseil constitutionnel par rapport à, par exemple, la Cour de cassation et les motivations enrichies. Ça pourrait être un élément de comparaison ou de mise en perspective. C'est la première question. Et la deuxième question, c'est quelque chose que je n'ai pas compris dans votre propos, mais peut-être vous allez pouvoir m'éclairer, c'est sur la question de l'européanisation de la Constitution, me semble-t-il, que vous contestez, ou vous contestez la manière dont c'est traité. Ou en tous les cas, vous avez une approche critique de cette manière. Merci beaucoup. Alors sur les autres juges, je ne peux parler avec un tout petit peu de compétences que du Conseil d'État et avec prudence parce que je ne suis pas administrativiste, mais je lis quand même pas mal de décisions du Conseil d'État depuis longtemps. On m'a souvent fait remarquer que le Conseil d'État avait les mêmes défauts méthodologiques que le Conseil constitutionnel et j'en suis d'accord. Néanmoins, je pense que c'est une jurisprudence, celle du Conseil d'État, qui a une réelle qualité, qui a été à l'origine d'une branche du droit, qui est le droit administratif, qui a créé cette branche du droit, et qui l'a fait d'une manière relativement robuste. Je pense même qu'à la limite, l'État en France, nous le devons à la jurisprudence du Conseil d'État. Et je pense que d'avoir un État en France, ce que nous avons, est une chance civilisationnelle. Voilà, je pense que c'est avoir un État. Ça nous différencie des États-Unis, par exemple, ou du Soudan du Sud. Voilà, nous avons une civilisation avec un État, ce que je pense être un acquis. Et le Conseil d'État a travaillé à ça sur 150 ou 200 ans. La raison, à mon avis, elle est systémique. C'est qu'en fait, ce qui fait sens, c'est la jurisprudence du Conseil d'État, avec une forte stabilité, une certaine compréhensibilité de ce qui est fait sur la longue durée. Vous prenez le principe de continuité des services publics, il est là au début, il est là dans les dernières décisions du Conseil d'État, il a un rôle structurant et ça fait que l'État existe en France à travers un principe comme celui-là. Je l'ai vu récemment dans un travail que j'ai fait sur la notion d'affaires courantes. La notion d'affaires courantes, elle repose sur l'idée non pas tellement de continuité des services publics, mais réellement de continuité de l'État. Donc ça, je pense que systémiquement, c'est une jurisprudence robuste. D'autre part, il y a des aspects de méthode interne du Conseil d'État qui font que c'est une institution relativement bien structurée à mon sens, et notamment les rapporteurs publics. Les rapporteurs publics, je pense que ça améliore la qualité de la décision, parce que ce n'est pas un commentaire, c'est une proposition de décision qui vient de quelqu'un d'indépendant, s'il est proche de la formation de jugement, ce qui éclaire la décision. C'est difficile de lire des décisions du Conseil d'État, mais très souvent c'est très éclairant de lire le rapport du rapporteur public. Voilà, le Conseil constitutionnel n'a pas cela, il ne veut pas l'avoir. Je pense que c'est dommage, je pense que les commentaires au cahier sont un truc relativement problématique, pour ne rien vous cacher. Les commentaires au cahier nous expliquent par exemple qu'à certains endroits il y a eu du contrôle de proportionnalité et voilà quelle était son intensité, parce qu'on ne peut pas le déduire de la décision elle-même. C'est un petit peu embêtant. C'est un petit peu embêtant de savoir à travers les commentaires ce que dit la décision elle-même, même pour les spécialistes, au point que les spécialistes disent les commentaires nous expliquent que la décision dit cela. Même les grands spécialistes de contentieux constitutionnel en France
commente le commentaire lui-même. Moi, j'appelle ça de l'auto-commentaire. Pour la Cour de cassation, je ne vais pas répondre, j'en lis pas beaucoup, je ne suis pas qualifié. Je pensais que vous alliez me poser la question du juge européen, de la CEDH. J'aurais pu, mais il manque de temps. Je suis comme les hommes politiques. J'ai vu une question, ça. Je ne pense pas non plus que la qualité de... Directeur. Je ne pense pas non plus que la question de la qualité de la décision constitutionnelle soit entièrement liée à la motivation, parce qu'il y a des motivations longues qui peuvent être problématiques. Ce n'est pas uniquement qu'il n'y en a pas assez dedans. Sur la CEDH, je pense qu'il y a beaucoup de choses bien dans la motivation des décisions de la CEDH, et notamment les passages de lecture du droit comparé, notamment du droit interne, c'est-à-dire les commentaires des constitutions. J'ai beaucoup appris sur les constitutions des pays en lisant les décisions de la CEDH. Après, ultimement, nous avons beaucoup fait confiance à tous les juges, que ce soit le juge français ou le juge européen, pour résoudre nos problèmes de société. Je pense que c'est vrai aussi du juge européen ou international, et je le crains, qu'on arrive à un stade d'épuisement de cette phase-là de notre histoire juridique. Notre confiance a d'abord été donnée aux législateurs, ensuite au peuple législateur à travers les constitutions, ensuite, comme il y a eu des problèmes démocratiques, une grande confiance a été donnée aux juges au pluriel pendant des décennies. Je crains bien que maintenant, on arrive un peu à un moment d'épuisement. Je ne pourrais pas le pointer du doigt très précisément, c'est un petit peu intuitif, mais la fin de mon livre qui n'a pas de conclusion, ça pourrait être ça pourrait être qu'en réalité, je vais reprendre la phrase de Hegel, un moment de la vie qui a vieilli. Un truc qui est en train de se terminer, où le juge écrit gris sur gris, comme dit Hegel, quand on écrit gris sur gris, c'est un moment de la vie qui a vieilli. Est-ce que demain, dans un mois, dans un an, comme il est dit dans Phèdre, on sera si content de nos juges constitutionnels, parce qu'on ne verra pas les grandes failles de ce type de raisonnement. Moi, je me pose la question, je ne m'en réjouis pas, je ne suis pas très content de ça, je pense que le pire est à attendre de l'avenir. Alors, votre seconde question, c'était sur l'européanisation. J'ai peut-être été trop vite. On a un juge constitutionnel, je vais dire des choses très banales contre le constitutionnel, et je ne peux pas les dire bien. Nous avons un juge français qui a fondé son rapport aux traités internationaux dans la décision IVG 1975. Il ne veut pas être un juge de la conventionnalité, pour simplifier. Partant de là, il est obligé de constater qu'il y a la dualité des catalogues, la dualité des catalogues de droits fondamentaux, et que bien souvent, le catalogue de droits fondamentaux international ou conventionnel, et spécialement européen, CEDH et UE, est meilleur qualitativement et plus complet, avec cette résultante qu'il peut y avoir ce que j'appelle moi du source shopping, du forum shopping. C'est-à-dire que pourquoi le requérant irait plus vers le droit constitutionnel français que vers le droit international qui le satisfait mieux. Prenez la décision Lambert de 2014, il n'y a même pas de moyen de constitutionnalité, on n'a même pas cherché. Ça marchait mieux avec le droit conventionnel. Bien, le juge constitutionnel français, ça a été théorisé par un secrétaire général dans un article au Cahier du Conseil il y a quelques années. Il s'est dit, au fond, il faut se mettre à jour, il faut faire une sorte de mise à jour du logiciel. Comment on va faire? Pas de problème. Vous prenez les principes de l'article 6 et 13 de la CEDH, voilà, le procès impartial, etc., et vous en faites des principes constitutionnels. Par quelle opération de magie ou de bonne taux? Vous dites que c'est dans l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, que c'est l'article 16, que c'est dans la garantie des droits. Et vous dites la garantie des droits, ça inclut le procès équitable. Mais pourquoi pas? Anything goes. Pourquoi ne pas le faire? On ne va pas s'en empêcher. On a toute marge de manœuvre pour mettre dans le bloc de constitutionnalité, en gros, ce qui nous convient. Donc ça a été dit très ouvertement que désormais, l'article 16 de la Déclaration était un véhicule, un vecteur d'européanisation du contrôle. Ce n'est pas une invention de moi, c'est en gros l'explication. C'est une très bonne illustration du fait que désormais, l'article 16 ne contient pas une norme. Vous voyez, ça ne veut plus rien dire. La garantie des droits est devenue une grande boîte dans laquelle, regardez la très brillante thèse de Mme Margot Boisy à ce sujet-là, qui explique ça très bien. Alors, je pense qu'on a épuisé le temps que l'on avait. Ah oui. Ouais. Il n'y a pas de question. Bon. Ah, une dernière question. Petite question en deux parties.
Donc, comme tout le monde, je vous remercie pour votre présentation, c'était vraiment très éclairant. Et je voulais revenir justement sur quelque chose que vous avez dit en introduction, en disant voilà, que vous avez pris l'angle du droit comparé, mais que vous préfériez l'expression droit étranger, notamment en raison du contexte national dans lequel évolue le droit constitutionnel. Je suis plutôt d'accord en tout cas avec cette approche-là, notamment pour le droit administratif, parce que moi je suis plutôt du droit administratif. Et en fait, c'est une question qui me taraude depuis que j'ai commencé ma thèse. En fait, c'est quelle différence fondamentalement entre le droit comparé, le droit étranger? Est-ce que c'est une différence terminologique qui recouvre justement cette idée de contextualisation nationale et du coup une remise en question des méthodologies du droit comparé? Et du coup, dans un deuxième temps, en recherchant l'origine de la source de l'interprétation qui devient source du droit constitutionnel, vous avez constaté qu'il y a un phénomène similaire qui vient des États-Unis depuis les années 50. Et donc ma question, c'est à ce moment-là, est-ce qu'on ne tombe pas dans le comparatisme en faisant du droit étranger? Oui, merci, tout à fait. Oui. Merci beaucoup. Ouais. Ce sont des affaires de méthodologie, de manière de s'y prendre. Ce n'est pas des idéalités platoniciennes. Moi, j'ai eu des professeurs de droit comparé. Il y avait un manuel de droit comparé quand j'étais étudiant, grand système de droit contemporain. Il y avait le droit chinois, le droit musulman, la common law, etc. etc. C'était comme à Kermesse. Et là encore, je n'étais pas très convaincu. Je l'étais parce que j'étais jeune et que je ne savais rien. Mais c'était de la comparaison pure. C'est résumé dans mon esprit par une chose qui avait été faite dans les années 30. La SDN avait financé le droit comparé, des travaux de droit comparé. Il y avait une revue de droit comparé qui avait fait un numéro sur lequel j'étais tombé en faisant une recherche sur le droit budgétaire. Et alors, l'auteur d'une grande comparaison de droit budgétaire dans tous les pays de la SDN avait conclu qu'il y avait une sorte de principe de droit naturel qui était l'annualité budgétaire, qui planait au-dessus, justement, comme une idéalité platonicienne. Et donc, il avait fait deux catégories de pays dans son système comparatiste, tous les pays dans lesquels il y a l'annualité budgétaire, et ceux dans lesquels il n'y en avait pas, qui étaient, si je me souviens bien, l'Érythrée et je ne sais plus. Voilà, donc ça ne marchait pas. Et puis il y avait un autre truc, c'était les monarchies constitutionnelles. Enfin, les pays républicains et les monarchies constitutionnelles. Et il y avait d'un côté France, monde entier, et de l'autre Grande-Bretagne et Arabie Saoudite. Voilà, ça c'est le modèle du mauvais comparatisme. Moi, ce que j'ai essayé de faire, enfin ce qu'on m'a fait faire, ça c'est Stéphane Riel qui m'a fait faire ma thèse en droit étranger, si on veut appeler ça du droit, c'est d'étudier un régime étranger de manière approfondie. Et ça prend 5 ans, 10 ans, 20 ans, toute une vie, plusieurs vies. Voilà. Et en réalité, j'ai fini par me dire que moi, je ne pouvais pas faire du droit comparé. Je ne peux rien dire sur l'Allemagne. J'ai quelques mots sur l'Allemagne dans mon livre. Je suis très, 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 très prudent. Peut-être que je me suis trompé. J'ai lu quand même les décisions. Sur Israël, je comprends un peu mieux parce que c'est un modèle de common law, mais je suis encore très prudent, voilà, etc. Sur l'Angleterre, je crois que je peux dire 3 trucs, et au bout d'un moment. Et encore, je peux me tromper. Je suis extrêmement prudent. On a un projet de droit étranger sur l'Angleterre actuellement à l'Institut Michel Villet. Je pense que c'est la plus grande source d'erreurs scientifiques possible à l'avenir pour moi, parce que je suis loin de tout savoir, même encore aujourd'hui. Donc en réalité, je pense que le mieux qu'on puisse faire, c'est de se plonger dans le système juridique. Et comme un beau grand système juridique, c'est un acte de culture, c'est des hommes et des femmes pendant des siècles qui ont fait quelque chose, ça prend du temps à être compris. C'est la seule distinction que je fais. Vous avez entièrement raison, votre objection est tout à fait valable. En réalité, au bout d'un moment, on est toujours comparatiste. Moi, je ne suis pas américain, je n'ai pas fait des études de common law très approfondies. Voilà, je fais depuis en Angleterre, mais je n'ai pas étudié le trust, je n'ai pas étudié le contrat, je n'y connais pas grand-chose. Même sur des questions de droit administratif anglais, je me rends compte qu'il y a des bouts de décision que je n'ai pas compris du tout, parce que voilà, je ne fais pas ça tout le temps non plus. Et au bout d'un moment, effectivement, d'abord on regarde ça avec son prisme français dans mon cas, et d'un autre côté, on en tire certaines conclusions, et Grégory a raison, très souvent, moi
je n'aurais pas compris le problème français si je n'avais pas fait du droit étranger. Je pense même qu'il y a certains grands maîtres, je pense par exemple à Jean Rivero, très grand professeur français, à la fois administrativiste, spécialiste de liberté, et commentateur des décisions du Conseil constitutionnel. Il a un niveau d'adhésion au système français qui, moi, me bluffe et qui contraste avec mon niveau de non-adhésion. Et lui, c'est un grand juriste, il n'y a aucun doute là-dessus. Pourquoi? Peut-être à cause de ça, parce qu'en réalité, les juristes français, ils étaient dans leur petit système, très proches des juges. Bon, voilà, passons. Deuxièmement, l'histoire des États-Unis. Moi, je pense que le droit constitutionnel, il n'est pas international, mais je pense que c'est une culture transnationale. C'est-à-dire qu'en réalité, des choses systémiquement qui se sont passées dans un certain pays un petit peu en avance, c'est-à-dire les États-Unis, se sont repassées chez nous après. Il n'y a pas de pourquoi. Comme on disait en structuralisme, la structure n'a pas de pourquoi. La structure n'a pas de pourquoi. Je ne vais pas vous dire pourquoi. Ce n'est pas que les décisions ont été lues en France. C'est que le même dispositif a produit le même fonctionnement des années après. Le même système d'adhésion à la Constitution écrite plus juge constitutionnel a produit l'autorité du juge constitutionnel telle qu'on la connaît, me semble-t-il. C'est une excellente question, je vous en remercie beaucoup. Et le comeback. Du coup, ça me réveille juste une autre question. C'est, en fait, je travaille sur les autorités administratives indépendantes, justement, aux États-Unis. L'actualité est... C'est avec Aurélien Antoine? Non, avec le professeur Gallagher. Ça va de l'histoire du droit, plutôt. Je crois que c'est ce qui est en train de se passer, effectivement. Mais justement, en fait, j'avais pu lire par les écrits du professeur Cousteau qu'il y avait eu un phénomène, en tout cas, d'emprunt, mais pas un emprunt à proprement parler, en tout cas de la structure des autorités administratives, de l'agence administrative. Et justement, avec ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, la question c'est, vu qu'on a adopté des autorités exécutives pour moi en tout cas, il n'y a pas eu une greffe totale de ce type d'institution, mais en tout cas aujourd'hui, il y a une contestation de la dispersion du pouvoir exécutif. Et donc, en France, dans l'actualité, on peut voir qu'il y a des attaques sur l'Office français de la biodiversité, l'ARCOM, tout ça. Est-ce que là aussi, on peut s'attendre, par exemple, à cette transgression, en tout cas Je ne suis vraiment pas assez spécialiste pour vous répondre, vraiment pas. Ce que je pense, c'est qu'aux États-Unis, il y avait Chevron, il y avait la jurisprudence de la Cour suprême sur la déférence de la Cour suprême et des juges fédéraux vis-à-vis des interprétations du droit fédéral par les agencies. Maintenant, ça c'est fini. Voilà. Partant de là, très probablement, il va y avoir une remise en cause des agencies américaines, de l'État administratif aux États-Unis, qui était un petit peu ancré aussi dans le constitutionnalisme des origines, c'est-à-dire l'unité du pouvoir exécutif dans la Constitution elle-même. Bon. Est-ce qu'on peut avoir un État moderne, contemporain, sans cette dispersion? Comme vous l'avez très bien dit, moi je ne crois pas, mais c'est le problème américain actuel. En France, j'ai beaucoup de mal à dire si on a copié les agencies américaines en faisant les AI. Ce que je serais tenté de dire, mais je suis très prudent parce que ce n'est pas mon domaine, c'est qu'il y a eu cette tentation dans les années 80-90 de la neutralité de l'action administrative et donc de la création des AI. Est-ce que les AI françaises ont bien fonctionné? J'aurais beaucoup de mal à me prononcer. Étaient-elles complètement neutres? C'était pas si mal, à certains égards, il y a eu des défauts, mais enfin, en gros, elles ont fait un travail de régulation relativement efficace. Est-ce que ça va être remis en cause? J'en ai pas la moindre idée. La remise en cause politique actuelle, vous avez tout à fait raison. Là, pour le coup, tant qu'il y aura le Conseil d'État, qui est très content du système actuel parce qu'il le pilote, il n'y aura pas de gêne, si vous voulez. Tant que l'idée de la régulation économique et autres qui domine sera celle du Conseil d'État, il maintiendra ce dispositif parce que ce dispositif ne remet pas en cause sa politique jurisprudentielle d'ensemble, me semble-t-il. Voilà, je m'arrête là parce que mon expertise s'arrête. Il y a des choses à dire sur les agences à la française, par exemple la distinction entre les organes de sanction
Et les organes de régulation, moi je pense que ça ne tient pas la route pour différentes raisons, notamment organiques. Mais bon, je m'arrête là, je ne suis pas assez expert. Merci beaucoup. Je pense qu'il va falloir qu'on s'arrête. Tout ça était passionnant. Merci. Donc merci beaucoup. Merci à vos questions. Merci.